Eh ben, merci beaucoup Françoise Petrovic et Justine Triet d'avoir accepté cet échange. Vous ne connaissez pas toutes les deux. Voilà, vous estimez beaucoup, je crois. En tout cas, Justine estime beaucoup ton travail, Françoise. Et je commence à créer une petite tension dès le début, comme ça. Voilà. Et donc, on va commencer, Françoise, en parlant on va commencer simplement. Donc là, on va montrer c'est un scoop, puisque on montre les vues de ton exposition au MoCo en ce moment. C'est à Montpellier, ça vient de commencer. Elle a été ouverte samedi. Voilà, c'est un scoop. Donc là, vous voyez l'accrochage magnifique de la grande exposition de Françoise Petrovic au MoCo. Le MoCo, c'est à Montpellier. Je vais vous donner les horaires pour aller à Montpellier ce soir à la fin. Voilà. Et donc, Françoise, peut-être on va commencer avec cette chose-là qui est que donc tu es peintre, tu fais des dessins, de la sculpture, tu as une pratique comme ça, ou même tu fais des installations, mais c'est pas si loin du cinéma. Puisque ça t'arrive de faire des dessins animés ou de faire des installations animées, des choses comme ça, mais aussi même dans tes dessins, tu peux appeler certains dessins cinémascope. Ça t'arrive de jouer quand même avec notamment dans la mise en scène il y a quelque chose d'assez narratif dans tes accrochages. Alors à quoi ça te sert le cinéma aujourd'hui, ou ça te sert à quelque chose ou pas? Justine, je te préviens que j'ai demandé à quoi ça sert la peinture pour toi aujourd'hui. Voilà. Et voilà, et c'est un blanc, et on arrête tout. On rentre chez nous. Puis... tu me poses la question, à quoi ça sert le cinéma? Est-ce que le cinéma, ça t'apporte quelque chose? Par exemple, là, je pense à ce grand tableau géant là, qui est quand même très panoramique. Voilà, là, on peut voir par rapport à cette double ligne de dessin, c'est presque... Alors, c'est pas du cinéma, évidemment, mais il y a cette idée que quand tu composes deux lignes de dessin superposées, tu vas encadré dans un blanc, tu vas forcément proposer une narration, même si elle n'est pas écrite, même si elle n'est pas décidée, ça va forcément induire des choses à celui qui regarde, c'est-à-dire il y a un décor, il y a quelques personnages, les personnages reviennent un peu différemment, mais il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien évidemment en mouvement non plus. Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse parce que, par exemple, c'est un vrai mystère, c'est pourquoi la bande dessinée a été inventée après le cinéma. C'est-à-dire on aurait pu faire de la bande dessinée bien avant, mais peut-être que le fait de faire un rapport entre deux images fixes et de se faire une narration par rapport à ça, ça vient justement, c'est nourri par le cinéma, quoi. Parce qu'avant, on n'avait pas forcément ce rapport-là aux images, quoi. Désolé, je n'ai jamais réfléchi à ça. Je n'ai jamais imaginé... moi, je suis vraiment... Alors, c'est marrant que tu me poses tout de suite des questions par rapport, finalement... Tu as parlé de récit. Alors, je dis souvent que j'aime pas le récit, que je ne sais pas raconter, que la peinture, pour moi, n'est pas du tout une peinture qui raconte. Donc, tu me mets un peu en porte-à-faux, mais... Alors, je suis d'accord, mais c'est une peinture quand même qui raconte une ambiance, une sensation, on va dire une tonalité affective. Enfin, il y a quelque chose... Oui, il y a de la psychologie, je pense. Ouais. Il y a un rapport à l'histoire de l'art. Donc, du coup, tu racontes des choses que l'on peut avoir dans l'œil. Il y a aussi le fait que quand tu fais un accrochage dans une expo, forcément, on a un début, on passe d'une salle à l'autre. Ouais. Là, je l'ai vraiment décidé avec des plateaux différents. À chaque fois, il y a des univers différents. C'est Nouméa en Bursin et le... Excuse-moi, je mets mon chronomètre, parce que j'ai oublié de mettre mon chronomètre. Excuse-moi, oui. Le commissaire le directeur, Nouméa en Bursin et Ramona Boutayed. C'est super. Voilà. Très bien. Et alors, Justine, ton rapport à la peinture? Alors, je la connais un petit peu, donc je vais me permettre d'être un petit peu brusque. Elle est censée avoir l'habitude des interviews et tout ça, donc je vais un peu la secouer. C'est un peu un rapport un peu compliqué parce que c'est un échec à la base dans ma vie, puisque j'ai commencé par rentrer aux Beaux-Arts quand j'avais 19 ans et qu'au bout de 2 ans, je me suis auto-décrétée très mauvaise peintre et j'ai plutôt été dans des salles de montage et j'ai appris le montage parce que ça me semblait être trop difficile en fait, mais c'est quelque chose que je mets très très haut. En tout cas, mon rapport a beaucoup évolué. Je pense que je me suis un peu détachée de tout l'art en fait en général entre mes 25 et mes 35 ans, on va dire à peu près. Et puis maintenant, je crois que je dis pas qu'il y a plus que ça qui m'intéresse, mais disons que il y a énormément de films qui s'écrivent tous les jours. Il y a beaucoup d'histoires. Le robinet à fiction est ouvert très très grand maintenant avec les séries, les films, etc. Mais il y a toujours aussi peu de gens qui créent des mondes, hein, des inventeurs de formes, des inventeurs d'images, quoi. Donc moi, évidemment, mais je ne suis pas la seule, je pense, comme quelques cinéastes, on est pas mal à regarder ce que font les peintres, les photographes aussi, mais plus pour le cadre, je pense que par contre, ceux qui font de la peinture, c'est ceux qui finalement... Enfin oui,
créer quelque chose de plastiquement, physiquement nouveau, différent. Enfin voilà. Et moi, ça me fascine, et ça me fascine d'autant plus que je vais faire mon prochain film en pellicule et que je crois qu'en fait maintenant, tous les cinéastes qui me fascinent aujourd'hui reviennent à la pellicule et donc reviennent à quelque chose d'extrêmement, de la chimie, quoi, de la vraie chimie. C'est pas un truc de snobisme, hein, c'est vraiment un truc esthétique, très charnel. Choix, voilà. Non, mais je le dis parce que je sais que pour les choix de couleurs et de. Ouais. Ouais. Donc moi je suis très impressionnée par Françoise et pas par tout le monde, mais je veux dire par des peintres que j'aime. Pas par moi. et ça t'arrive de dessiner quand même aussi, parce que tu utilises quand même le dessin, ne serait-ce que pour choisir des plans ou des choses comme ça. Il y a quand même une pratique artistique, on va dire. Des fois, elle fait des gouaches comme ça. Ouais, j'adore dessiner, mais c'est vrai que je me suis remis à dessiner. J'adore ça. Ça me permet aussi de ne pas fumer, parce que quand j'arrête de fumer, je me rends compte qu'en fait, l'une des rares choses que je peux faire, parce qu'en fait, je suis quelqu'un finalement assez sauvage dans le rapport humain, dans le rapport de travail. Et finalement, quand je parle avec quelqu'un, j'ai toujours besoin de fumer. Et quand j'ai arrêté de fumer, je me suis remis à dessiner. Je me suis dit, c'est quand même génial le dessin. Ça permet d'avoir un rapport extrêmement fort intellectuellement avec quelqu'un, tout en n'étant pas... une forme d'inaction physique, quoi. Bon, c'est pas la seule. Non, mais... Toi, tu as une pratique des musées qui est quand même assez ponctuelle. C'est pas tout le temps. Enfin, c'est plus les livres. Non, mais les livres peut-être plus. Une façon de dire que je vais jamais dans les musées, quoi. Ouais. Je suis Michel Drucker, ok, donc oui. Mais moi, j'ai un rapport, mais même, j'ai envie de dire, à la littérature et au cinéma extrêmement... Enfin, j'ai toujours eu un rapport assez pirate à ça, c'est-à-dire... Même si maintenant, j'adore la salle, etc. J'adore la salle, je vénère la salle. Hein. On forme des images. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi des phases où je téléchargeais tout, je piratais tout. Donc, j'aime pas l'idée d'aller culpabiliser les gens là-dessus. Mais, on peut plus maintenant. Comment ? On peut plus pirater trop, donc c'est compliqué. Ouais. Bon, ouais. Non, mais cela dit, moi, je serais écrivain, j'adorerais que les gens aient volé mon livre dans les... Voilà. Maintenant, je n'incite personne à faire ça. Hein, c'est très dramatique évidemment pour notre secteur et pour les musiciens, pour tout le monde. Non, mais je veux dire que c'est aussi une manière de c'est quand même, enfin, pour la peinture. Ça fait aussi la cinéphilie. Comment ? Le piratage a aussi fait de la cinéphilie, c'est-à-dire que c'était une époque, une période où on a été complètement... Tu as été absorbé dans des centaines et des centaines de films grâce à ça, quoi. Oui, nous on a vécu la transition, on va dire, mais quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas encore ce moment de flux où les films étaient... Enfin, moi je sais que j'allais à Beaubourg, j'allais ici, j'allais partout pour voir des films qu'on ne pouvait pas voir. Maintenant, évidemment, c'est complètement différent. Mais pardon, j'ai perdu le fil, qu'est-ce qu'on disait ? Non, on parlait donc, du coup, là, tu consommes pas trop de films, tu consommes pas trop de livres, tu consommes pas trop de peinture. En fait, je pense que je suis très très imprimée par les choses que je vois et que je regarde, etc. Donc, plus je vieillis, plus je peux pas me faire autant de boulimie de ça. En revanche, j'ai quand même une grosse consommation quand même de séries, de films et voilà. Et de crimes aussi, de trucs de crimes. Non, mais j'ai honte. Ça, c'est un endroit vraiment... C'est de la junk food. Hein. C'est vraiment... j'ai honte, quoi. C'est le truc, tu as besoin de ta dose de sang, comme les vampires, par jour, quoi. Mais j'ai honte. Non. Et puis, des fois, je me lave de ça parce que j'ai besoin de voir des choses très belles. Mais je sais pas s'il y a ça aussi pour toi, Françoise, si tu as ce genre de choses où tu vas regarder des fois des choses complètement nazes et qu'après, tu reviens à la beauté. En peinture, tu veux dire ? J'essaye de pas trop en regarder. Ou de la BD vraiment pourrie, bien dégueu. J'essaye... Je trouve qu'il y a tellement de tu parlais de plus on vieillit, mais c'est vrai, plus on vieillit, plus j'ai l'impression que je ne connais rien en peinture et que j'ai tellement de choses à connaître et il y a tellement de choses merveilleuses et fortes et puissantes que vraiment j'essaye de très peu regarder de choses qui ne m'intéressent pas. Je peux avoir à côté de moi une bibliothèque de BD, je vais peut-être lire 3 BD sur 200. C'est terrible de dire ça, mais j'ai vraiment besoin de regarder, de plutôt comprendre. Voilà, plus par mon rapport à la peinture, c'est de plutôt comprendre une chose et d'aller voir une exposition, d'aller voir une œuvre, de la revoir, d'essayer de rester un peu devant, ce qui est quand même compliqué aujourd'hui. Je trouve qu'on a un monde qui va très vite. Enfin bon, c'est très banal de dire ça, mais on zappe beaucoup et on zappe notre regard. Et même si on est peintre, j'ai l'impression que depuis quelques années, mon regard est de plus en plus vacillant. C'est-à-dire que je passe d'une chose à l'autre.
à cause du téléphone. Enfin bon, voilà. Et c'est à cause de moi. Non, mais et d'ailleurs Thomas, je vois que Thomas a fait un montage hyper rapide, qui est un peu incohérent, mais bon, voilà. Et donc, par rapport à la question de la peinture, et je trouve qu'on a besoin de revenir voir les choses. C'est un peu la différence entre la peinture et l'image. Une peinture, on s'y noie. Une peinture, on a le temps de la travailler, de réflexion, de retravailler dessus. Non, mais il y a des peintres rapides. Il y a Justine pour qu'elle me laisse parler après. Et voilà. Donc, je sais pas, je voulais répondre à la question de l'image. Non, mais attends, parce que je regarde, j'essaye de... Non, mais je trouve ça hyper intéressant ce que dit Françoise, et je trouve que justement l'expérience du temps dont tu parles, qui est ce truc de prendre le temps, de vraiment... il est hyper important. Et je pense que c'est ça la vraie modernité aujourd'hui, c'est ça. C'est justement l'inverse de ce qu'on faisait il y a 20 ans, en se disant on va faire des films hyper rapides. Alors, je pense qu'aujourd'hui... Oui. Comment dire, L'anatomie d'une chute, par exemple, il est beaucoup plus lent. Moi, j'ai accepté dans l'anatomie, avec Laurent, de vraiment calmer, d'être moins efficace. Me gâche pas les trucs de ma soirée, là. Non, mais de sortir de l'efficacité, de sortir de la... Parce qu'en fait, on est tellement là-dedans, il n'y a même pas de surprise. Je veux dire, les enfants sont juste, maintenant, ils regardent les choses en 1 fois et demie ou 2 fois. Moi, j'ai appris ça récemment, mais je ne savais pas. Donc, c'est ce que tu dis, c'est presque un comportement presque radical de faire ça, quoi. D'être dans une forme de radicalité, d'aller vraiment... Très bien. Alors, pour revenir à mon histoire de trucs qui défilent trop vite, c'est justement parce que je sais que c'est des images, que c'est pas des peintures, qu'on va pas faire comme si c'est des fantômes, c'est comme si vous voyiez les fantômes de quelqu'un, donc on va pas faire comme si c'était des images de l'œuvre, et donc je voudrais pas vous donner l'impression que vous avez accès à l'œuvre de Françoise Petrovitch en le voyant comme ça, parce que je vous ai invité tout à l'heure à prendre le train pour y aller à Montpellier. Donc voilà, donc c'était juste pour m'expliquer sur ce truc-là, mais le fait est que... on va passer à la suite. Oui. Sans transition pas terrible, je vous avoue. Et donc la suite, c'est quoi? C'est qu'on va voir Françoise en train de travailler. Alors c'est un super film d'Hervé Plumet. Voilà, donc on va la voir dans l'intimité. On va être dans l'intimité de Françoise pendant 3 minutes. On va la voir en train de travailler et de galérer. Je vous laisse regarder d'abord et après on en parle. J'arrive pas, c'est pas bon. J'arrive pas. C'est dur la peinture.
Trop beau. Ce qui est très beau, c'est que c'est très dans l'urgence. Enfin, il y a un sentiment d'urgence alors que tu as tout le temps de faire ton tableau. Et là, on sent que tu as une pression sur les épaules. Alors, il y a peut-être la pression du séchage un peu. On dit peindre à la prima, c'est-à-dire qu'on peint en une couche ou dans le frais comme ça. Il n'y a pas de repentir. Alors, ça va encore trop vite, c'est vrai, tu as raison. Non, c'est vrai que tu as raison. Il y a une. Je parlais du temps, et puis là, on voit que j'ai un temps extrêmement accéléré. C'est-à-dire, mais parce que le geste, quand je peins, c'est pas du tout. Je parle de moi. Hein, il y a plein de familles de peintures et de peintres. Mais quand je peins, si mon pinceau est mou, c'est-à-dire si mon pinceau est doux et tranquille, le geste, la trace va être très différente. Donc quand je veux quelque chose de particulier, il faut travailler vite. Et c'est cette énergie, c'est-à-dire c'est l'attaque que vous avez, il y a quelque chose de presque comme une écriture, c'est-à-dire ou d'une parole plutôt. C'est-à-dire que quand tu attaques dans la peinture, tu vas rebrousser un peu la matière comme ça, selon le pinceau, etc., la rapidité. Et à un moment donné, je vois que j'efface, d'ailleurs, j'ai fait quelque chose, je pense, et puis le fait de l'effacer, je sais qu'il va y avoir la transparence de ça, il va y avoir la trace, et elle va être un tout petit peu affaiblie, et c'est là-dessus que... Enfin bon, bref, ça se vit vraiment dans le moment. Pour moi, ça se vit vraiment dans le moment et dans le geste. Et en plus, ça me fatigue beaucoup, donc je ne peux pas travailler longtemps. Alors ça, j'ai une question technique toute simple, c'est pourquoi tu t'achètes pas un chevalet? Parce que là, tu te mets à quatre pattes comme ça pour peindre. Parce que le chevalet, je trouve que ça tient pas très bien quand tu as des grands tableaux, tout ça, c'est plus facile. Ouais, parce que tu peux le lever et tout ça, quoi. Ah ouais, non, okay, je bon, bouge encore. Je bouge, oui. Et l'autre point, c'est que quand tu regardes, on te voit en train de regarder les peintures, et on voit que tu te juges quand même très très fort. Enfin, il y a ce jeu-là d'être dedans et d'être dehors en même temps. C'est vrai, ouais. Ça, je pense qu'on va en parler aussi avec Justine sur le montage, c'est-à-dire le fait qu'on se retrouve à manger comme ça des images très très longtemps, à les regarder se former, ou regarder les enchaînements qui marchent ou pas. Est-ce que comment tu vois ça? Parce que c'est toi la reine de l'histoire. D'avoir du recul, tu veux dire, d'être en train de faire et d'être en dehors. De faire les deux. C'est compliqué, c'est vrai. Et tu es tout seul, donc du coup, il n'y a même pas le regard d'un autre. Mais ça, c'est pour ça qu'on dit des fois laisser reposer. Tu vois, il y a des expressions comme ça. Ou regarder dans le miroir aussi, des fois. Oui, dans le miroir, à l'envers, etc. Bon, ça, je ne le fais pas, mais c'est juste laisser un tout petit peu reposer. Mais après, il faut faire confiance aussi à ce qui va arriver tout de suite, je crois. Et ça, c'est un truc que j'ai appris assez vite. Enfin, moi, je ne me suis pas tellement posé de questions. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup. Et je trie ensuite. Et ça me permet finalement d'être le moins possible dans cette dichotomie entre je fais, je commente. Et quand tu dis que tu tries, c'est que tu jettes des choses? Il y a des ratages? Je peux en jeter, ouais. Et surtout au début, peut-être, ou non, pas toujours pareil. Au début, bien sûr, beaucoup plus, et puis maintenant aussi. Hein. Et vous avez vu, j'ai parlé de ratage, et là, je vais faire une transition hyper réussie pour une fois. On va parler de la loose de Justine Triet, parce que, en gros, là, j'ai deux gagnantes, et j'étais un peu agacé par l'idée, je suis toujours un peu agacé par l'idée un peu capitaliste, que les gens arrivent comme ça. Il y a la fameuse phrase, on devient connu en 2 secondes au bout de 10 ans. Et j'aurais voulu un peu creuser le fait que c'est pas toujours la réussite, quoi, même quand on a une palme d'or et un Oscar ou je sais pas quoi. C'est quand même pas mal, hein. Donc Justine, moi je te connais bien, donc je t'ai vu dans des situations un peu difficiles, et on va en parler un peu de ces situations difficiles, en commençant par la première loose. Donc c'était aux Beaux-Arts de Paris. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as réussi à... Voilà, je te laisse raconter cette histoire. Non, mais les Beaux-Arts, moi j'ai adoré ces années-là, c'était vraiment des années géniales, mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse loose, c'est qu'on a commencé à écrire un scénario. Donc moi je sentais que, déjà il y avait une question économique, c'est-à-dire que je me disais mais comment je vais vivre ma vie, comment je vais gagner ma vie, quoi. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, mais c'est vrai que c'est quand même une question qui se pose assez vite quand tu fais de la peinture ou quand tu fais de l'art. Tu te dis mais... Toi tu étais ouvreuse de Châtelet pendant très longtemps. Hein, Moi j'étais ouvreuse, voilà, le soir moi je partais, donc j'y étais vers 17h30, 18h, donc tous les soirs, tout le temps, même les vacances, quasiment tout le temps en gros, ouvreuse. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, j'ai décidé d'écrire un scénario. Je me suis dit, tiens, je vais écrire un scénario. Et en fait, on décide, donc il n'y avait pas, Internet était là, mais en fait, c'était pas encore le gros délire, il n'y avait pas les réseaux, évidemment, tout ça. Et en fait, on met une annonce. 8 annonces. Ouais. Combien ? Il y avait 8 annonces en tout. 8 annonces. Dans Paris. Dans Paris, pour dire, voilà, on cherche 3 comédiens, je sais pas, 3 comédiens.
On cherche alors, en gros, c'était un film qu'on faisait ensemble, hein, mais Ouais. on cherche des comédiens, mais il n'y avait pas écrit de critères, quoi. Ça pouvait être n'importe qui. Ça pouvait... Voilà. C'était C'est un peu innocent. Et en fait, du coup, on donne une date précise. Je crois qu'on a des téléphones portables, même pas, hein, je crois. Je sais plus. Bon, bref, en tout cas, c'est à peine le début du téléphone portable. Et donc, il y avait les annonces, c'était genre, il y avait les cours Florent, il y avait... Voilà, on avait mis cours Florent, tout ça. Et en fait, on se retrouve sincèrement avec des milliers de gens qui arrivent dans les Beaux-Arts. Et nous, tout ça était rempli d'acteurs, en fait. et si tu veux, tout d'un coup, moi, je me dis, mais en fait, en fait le cinéma, c'est complètement différent. Ouais. En fait, là, c'est un truc qui génère un désir absolument fou. Mmh. Et en fait, donc, on fait passer un casting pendant On a fait un 9 heures... 3 jours. Non, c'était un jour, c'était 9h, Non, 21h. non, c'était plusieurs jours. C'était plus, Je suis ok. quasiment sur 2-3 jours. Et en fait, ça ne désemplit pas. Les gens attendent entre 4 et 5 heures pour passer, parce qu'on a très mal organisé tout. C'est-à-dire que les gens... donc c'est... Enfin bref. Et tout ça pour un scénario que moi, qu'on trouve génial, mais que personne ne trouve génial, à part nous. Donc je vais voir, à l'époque, c'était... Why Not... Non, pas Why Not. Non, c'était Ex Nihilo, je crois. C'était pas ça? Comment? Il n'y avait pas Ex Nihilo? T'étais allé voir Ex Nihilo? Ex Nihilo, oui. Non, Patrick Sobelman. Agathe Film. Agathe Film, ouais, Patrick Sobelman. Agathe Film, Patrick Sobelman. Et je me souviens qu'on y va, et il lit le scénario, et il nous dit, bon, bah... Ouais, je suis en train de produire un truc super en ce moment, de je sais plus qui, bon bref. Et bah revenez quoi, vous êtes des bébés, machin. Et donc nous, on était hyper emmerdés parce qu'on avait des acteurs géniaux, on n'avait pas d'argent pour faire le film, enfin, on avait fait tout à l'envers. Donc bref, et c'est en fait ce moment un peu de loose parce que c'était très beau parce qu'en même temps, en fait, on se mettait à diriger des acteurs quand même. Moi, je commençais à avoir mon goût pour ça. Et tu les filmais aussi, t'aimais bien les filmer. De filmer, etc. Ouais. Mais c'était complètement à l'envers, rien n'allait dans notre processus. Et après ça, ça a été des longues années n'ayant pas fait d'école de cinéma, où il fallait que je reprenne tout dans l'autre sens. Après, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas d'argent, il faut que je fasse des films qui soient vus. Donc après, je suis passée au documentaire. C'était aussi un moment où le documentaire... Alors ça tombe bien, transition, une autre loose. Donc ça s'appelle Des ombres dans la maison. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter cette loose? C'est une loose. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est une vraie loose parce que donc j'ai pas du tout d'argent. Je dois avoir à peu près 28 ans à ce moment-là. Je fais des petits boulots et à un moment donné, on me dit tiens, il y a la France qui est invitée au Brésil. Est-ce que tu veux faire une vidéo? Alors c'est un peintre qui s'appelle Eric Korn qui t'invite. Eric Korn, pardon, voilà. Qui m'invite à faire une vidéo. C'est l'année du Brésil, l'année de la France au Brésil, voilà. Voilà. Et moi, je dis une vidéo, mais enfin, si je vais au Brésil, il faut que je fasse un film. Je vais pas aller faire une vidéo. Donc du coup, en fait, je vais là-bas et en fait, avec une caméra vraiment très simple, une caméra vidéo. Et c'est vrai que je me retrouve plusieurs mois dans une favela. Ouais, il m'arrive plein de trucs. J'arrive, j'appelle Thomas en pleurs de temps en temps, en mode mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Non, mais parce qu'effectivement, quand tu es au Brésil et dans l'endroit où j'étais, il fallait que tu sois soit du côté du crime organisé, soit du côté des évangélistes. Mais donc du coup, voilà, c'était un gros délire déjà pour être là-bas. Moi, pour faire ce film-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il t'avait donné très peu d'argent. Tu aurais pu faire une vidéo d'art de 5 minutes débile. J'avais très peu d'argent. J'avais, je pense, un truc comme 5 000 € pour vivre plusieurs mois. Enfin, pour tout, en fait. Et t'en as fait un film de 50 minutes, quand même, ou de 45 J'ai fait un film d'1h15 qui a été voilà. après diminué en 50 minutes, qui est ce film. J'ai rencontré cette femme, qui a été vraiment une vraie rencontre, cette pasteur évangéliste. Et en fait, elle nous a accueillis chez elle, etc. Ça a été vraiment une rencontre. Et puis Gisela, voilà, cette femme qui est alcoolique. Hein, ouais. Oui, je sais pas si je peux la définir comme alcoolique, qui Bah, en plus d'être ce qu'elle est, qui est alcoolique, oui, mais. Enfin, c'était un film très très dur quand même. Ouais, moi c'est un film où j'ai appris plein de choses, et dans ce film surtout j'ai appris notamment le fait que tu parlais tout à l'heure de regarder en fait d'avoir le temps devant moi. Le documentaire m'a appris vraiment à savoir où positionner ma caméra. C'est-à-dire qu'avant de faire ce film, peut-être, je tremblais, j'allais un peu partout. Je me dis, il faut tout voir, faut tout. Et puis, ce film-là, j'écoutais plein de documentaires ici sur Yann Deday, sur le montage, tout ça, sur des gens qui disaient, voilà, l'important, c'est de poser ta caméra et de regarder. Et après, des heures et des heures et des heures, des heures, des heures, des heures de rien, du vide, il se passe tout à coup quelque chose. Et dans c'est quelque chose-là qui va être le film, quoi. Mais donc, le documentaire, c'est un processus très particulier, quand même, hein, où... Et là, tu as fait un peu de mise en scène aussi. Pardon ? Il y a un petit peu de triche. Tu as fait un peu de mise en scène. Oui, j'ai fait de la mise en scène. Je commençais à la fin à demander à des vrais gens de jouer des scènes, de rejouer des choses qu'ils avaient faites. Et donc voilà, et ça a été beaucoup de rush. J'ai aussi travaillé avec Laurent Sénéchal, mon monteur. On s'est rencontrés sur ce film.
Oui. Voilà, mais c'était très touchant parce qu'en plus à un moment où moi j'avais pas un rond, lui on l'avait payé mais une misère franchement pour bosser. Toi tu montais dans un 19 mètres carrés là moins que ça, c'était genre je pense que c'était 12-13 mètres carrés. Non, c'était ta maison là. Rue Muller, mais en fait en vrai ça a été des années hyper fortes, mais des années aussi dures parce que je me disais mais je n'arriverai pas à vivre de ce métier en fait, vraiment. Et je pense que c'est quand j'ai eu 31 ans, je me suis rendu compte récemment parce que quelqu'un me disait c'est trop cool toi machin ça. Je me dis en fait les gens se rendent pas forcément compte que ça a mis vachement de temps avant que j'ai mon premier statut d'intermittent quoi, où j'ai eu 700 balles, un truc comme ça. Donc je le dis pas du tout par misérabilisme parce que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai croisé des gens géniaux dans ma vie. Je le dis plus pour rassurer les gens parce que je trouve ça dur toujours d'envoyer comme message aux gens l'idée que voilà, ça marche ou ça marche pas. Et donc, quand tu as bossé 2 ans sur le film, il y a pas eu ça n'a pas rebondi, quoi, on va dire. Comment ? Tu as bossé 2 ans sur ce film, ça n'a pas rebondi. Alors, je suis rentrée et mon producteur de l'époque, dont je tairai le nom parce que je l'ai beaucoup dit déjà, mais m'a dit... non, c'était pas Chaumet, c'était un autre. Oui, bien sûr, oui, pardon. A vu le film, il m'a dit, bon, bah voilà, je vois ton film, bah, je comprends que c'est pas ton truc, le cinéma. Hein. Et moi, je rougissais, je transpirais. Je suis sortie en pleurs encore. Moi, j'ai beaucoup de scènes où je pleure et où j'appelle mes amis. Et j'ai appelé Chaumet à l'époque, que je connaissais à peine, que j'avais croisé donc Emmanuel Chaumet, mon producteur d'après. Je lui dis, écoute, Emmanuel, c'est horrible, j'ai un film que j'ai pendant 2 ans, personne n'en veut. Et là, il me dit, viens me le montrer. Je suis ravie Et en fait, je suis arrivée, il a adoré le film. Le film n'a jamais marché, il n'a jamais été vu nulle part. Mais il y a eu un truc super beau où après, il m'a dit, mais tu sais ce que tu fais, Justine, c'est pas loin d'être de la fiction. Tu sais, ce que tu fais, c'est très proche de gens que je produis. Il produisait Sophie Le Tourneur à ce moment-là. Il me disait, tu sais, c'est des gens qui... La frontière est très poreuse entre eux. En tout cas, dans sa production. Ce qui n'était pas le cas de toutes les productions. Il y avait vraiment l'idée de grande porosité entre le documentaire, la vie, la vraie vie et la fiction. Voilà. Alors, on va passer à la dernière loose qui va être beaucoup plus rapidement parce que ça va nous faire une transition aussi. Non, t'inquiète pas. Donc, c'était un film à contre... Donc là, c'était un petit peu avant. C'est un autre film qui n'a pas marché, qui s'appelle Solferino. Où là, tu allais filmer, c'était pas la bataille de Solferino, attention, c'est le Solferino, le documentaire. Où là, c'était l'échec de Ségolène Royal, donc 5 ans avant la bataille de Solferino. Et là, on n'a même pas les images, j'ai même pas réussi à récupérer les images. Je suis désolée, mais, parce que précisément, c'est très compliqué parce que le producteur ne répond pas aussi. Enfin, quand on demande les images, je ne les ai pas. C'est intéressant quand tu fais des films, tu comprends aussi à quel point c'est important de posséder aussi tes films à un endroit, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Et donc là, ça nous fait une transition pour passer à la fabrication de Justine Triet, parce qu'on va faire un truc que j'ai jamais vu nulle part, que j'ai inventé, que je pense que vraiment, elle va nous raconter des histoires de plans. Et donc on va passer au premier plan d'un de ses films, donc c'est la bataille de Solferino, et on va le regarder 2 fois comme des monteurs, c'est-à-dire on va regarder les plans en boucle comme ça, et puis après on va faire commenter Justine sur ce plan qui est en lien avec ce film-là. Donc si on peut mettre la scène en noir et regarder le premier plan de Justine. Donc là, vous vivez la vie de monteur, on regarde tout le temps la même chose pendant 8000 fois. Donc Justine, comment c'était venu cette idée de plan ? Parce que là, d'un coup, c'était un film un peu fauché qui coûte, c'était 1 million d'euros, je crois, de budget, la bataille de Solferino. Moins parce qu'on est parti avec 60 000 euros et en fait, on a eu l'avance sur recette au milieu du film, en montant, en trichant. Okay, c'est bien. Donc ça, c'est le premier jour de tournage du film, donc là, tu n'avais pas encore l'avance sur recette. Et c'est produit par Emmanuel Chaumet. Donc comment c'était venu l'idée de faire ce plan voilà. En fait, comme j'avais déjà fait le film Solferino 5 ans avant, je connaissais tout de l'orchestration de cette journée. Donc j'avais repéré une chose, c'est que ce que je n'avais pas pu faire les années 5 ans avant, c'est d'avoir une pièce dans un appartement pour filmer au-dessus. Donc ce qu'ont souvent les journalistes. Donc simplement, j'ai eu l'idée de filmer autre chose que ce que les journalistes filmaient. Les journalistes font passer comme ça des caméras qui font des mouvements un petit peu comme ça, flottants, un peu chiants, quoi. Et en gros, être sur le terrain des journalistes, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un point de vue, puisque je dis pas qu'ils n'ont pas de point de vue, hein, mais souvent quand un journaliste arrive, je parle plus d'un JRI que d'un journaliste, hein, pardon, parce qu'il y a des journalistes qui sont pas comme ça, mais d'un JRI, il arrive, il sait ce qu'il... le principe du JRI, c'est qu'il arrive, il sait exactement ce qu'il veut faire dire au plan qu'il va filmer. Ce qui est vraiment passionnant, parce que
quand il pense, nous, spectateurs, on se dit, bah, le journaliste, il était là, puis il a découvert un truc fou, et puis il l'a filmé, puis il nous l'a montré. Bah non, il arrive et souvent, il sait ce qu'il veut faire. Il force les choses. Voilà. Donc là, l'idée, c'était d'avoir un point de vue différent. Et toi, t'étais pas à côté de la caméra, là, à ce moment-là, pendant le tournage? À cet endroit-là, non, j'y suis pas. Moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu l'as prévu. J'ai prévu, il y a 7 personnes différentes qui filment à 7 endroits différents, dont vous avez tout organisé. Il y a sur la journée énormément de rush parce qu'il fallait dédoubler le nombre d'équipes pour pouvoir être partout à la fois. Donc c'est un film qui est super pauvre en fait. Donc du coup on profite du fait qu'il y ait 10 000 personnes dans cet endroit-là et qu'on ne pourra jamais évidemment rémunérer ces 10 000 personnes et qu'en plus la loi te dit que quand il y a plus de 70 personnes dans une image, tu n'as pas à leur demander l'autorisation. Donc là, tu aurais balancé les autorisations comme ça dans le... Voilà. Non, en documentaire, ce que tu as souvent, c'est les mecs qui trompent leurs femmes ou quoi, qui sont très emmerdés dans une situation. Souvent, ils viennent te voir en te disant... Voilà, bon, ça. T'étais là à tel moment, quoi. Voilà. Avec telle personne. Voilà, exactement. Bon, là, on reconnaît personne. Bon, là, on a eu quelques procès après. Il y a des plans où on voit après, Vincent McCain dans la foule et on le reconnaît. Ça, c'est impressionnant. On a eu 2 ou 3 procès avec un jeune mec. Ça ne le dit pas parce que ça peut... Non, il a déjà. Mais non, parce que le film n'a pas ramené. Okay. Non, ce qui est intéressant, c'est quand un film ne marche pas ou ne ramène pas d'argent, les procès ne marchent pas, puisqu'en fait, tu ne peux pas rémunérer les gens. Enfin, tu les rémunères très peu. Puisque le film n'a pas été un succès en salle. D'accord. Alors on va passer à un film qui a eu du succès en salle, mais bon, c'est un chien, je pense qu'il ne va pas faire de procès. Et on va analyser le premier plan de Anatomie d'une chute. Voilà, on va avoir un plan un peu banal, on va le voir 2 fois, et après Justine va nous raconter à quel point c'est compliqué de faire de la banalité au cinéma. Oh, just a sec, it hasn't recorded. There. So, the way you describe the son's accident, it's troubling to the reader because we know it's your life. Do you think one can only write from experience? Voilà, c'est un peu vie ma vie de monteur. Donc là, ce plan, il était dessiné dans ta tête, c'est-à-dire que tu avais une pensée, tu voulais le faire. D'où ça vient déjà cette envie de faire ce plan? Non, mais je dois être plus honnête que ça. C'est plus que j'ai envie de le faire. C'est un hommage à un film que j'aime énormément qui s'appelle The Changeling de Peter Medak de 1974. Donc c'est un film d'horreur. Qui est un film d'angoisse, d'horreur, voilà. Et où il y a d'ailleurs un plan comme ça d'une balle qui n'arrête pas de redescendre du grenier parce que la maison est hantée par la mort d'une petite fille. C'est pour une autre raison. Bon, et c'est vrai que moi, je suis obsédée par ce plan. Donc j'arrive, ce qui est assez rare dans un film quand tu arrives. Mais d'ailleurs, je pense à Françoise parce que je me disais, est-ce que j'aurais des questions après, Françoise, par rapport à ça. Sur est-ce qu'il y a des images aussi dans la peinture obsessionnelle comme ça que tu veux aller... où tu vas aller sur vraiment les mêmes traces, quoi. Mais là, c'est un plan qui a l'air très très simple, mais qui est très compliqué parce qu'on arrive sur place. Évidemment, l'escalier n'est pas le même que dans le film de Changeling, et très vite, on se rend compte que la balle va trop vite et que moi, je veux que le chien regarde vers les actrices qui parlent. On va les voir plus tard. Et donc, si tu veux, si la balle va trop loin, le plan est moins beau et surtout, on n'a pas le bon regard. Donc très vite, on arrive à faire des choses très marrantes. On doit plonger la balle dans de la glu pour que la balle rebondisse plus lentement et qu'elle s'arrête et qu'elle ne roule pas trop loin. Donc, et alors ça, par exemple, ça a l'air d'être un plan très, très con, hein, mais c'est un plan qu'on a fait peut-être, je crois, 23 fois, quelque chose comme ça. Et alors j'ai une petite question, c'est le chien, il mange de la glu alors? Non, on a pris... Non. Non, j'aime les animaux. Aucun animal n'a été maltraité, c'était de la glu spéciale animaux. Okay. Animal. Et là, c'est un miracle qu'il soit bien composé comme ça ou Comment? pas? Dans chaque autre plan, j'imagine que le chien n'était pas aussi bien composé quand il pose à un moment donné. Oui. En fait, le truc, c'est qu'il y a sa maîtresse derrière qui lui fait des signes, qui lui. Alors là, en fait, mon monteur, quand il arrive, il entend des tonnes de sons derrière. Genre vers moi, il y a tout le monde qui parle, qui dit oui, stop, regarde-moi, carotte, comme ça. En fait, évidemment, tu n'as pas du tout les femmes qui parlent et qui tout ça est découpé. En fait, ça, c'est des choses qui sont très amusantes à faire, fabriquer, parce que c'est de la pure technicité mélangée au fait de travailler avec un animal, et moi j'adore ça parce que c'est toujours l'imprévu, donc c'est presque voilà. Mais en fait ça nous montre à quel point c'est quand tu découpes un film et quand tu fais des choses qui ne sont pas juste filmer l'action, en fait c'est beaucoup plus compliqué. Okay. Alors là, donc là tu avais l'idée du plan déjà, et on va voir un autre plan qui pour le coup tu as fait comme ça. C'est exactement ce que tu viens de faire. Donc voilà, là on va le voir une fois parce que non, c'est sûr. Non, mais on reprend. Le plan est un peu long, donc on va voir une fois et après on revient. C'est donc une vue de Daniel dans Anatomie d'une chute. Ça mémoire. Bien sûr. Et tu te rappelles maintenant de ce que t'es revenu faire dans la maison? Oui, je pense que j'ai dû oublier mes gants, mon portable. Mais t'en es pas sûr?
souviens pas exactement. Donc, oui, t'es passé d'une certitude absolue à une incertitude concernant tes souvenirs de ce jour-là. C'est très gênant, là, non? On s'accroche à un détail de sa mémoire pour nous dire que toute sa mémoire est douteuse. Vous voulez nous faire croire quoi exactement? Que le choc a pu aussi transformer des hurlements en voix calme? Ce que vous sous-entendez là, c'est qu'il ment pour couvrir sa mère. Non. Je relevais simplement l'incertitude du témoin. Mais par ailleurs, oui, il y a des raisons de se poser des questions. Daniel Maliski nous dit que dès que ses parents commençaient à se disputer, il s'en allait. Or, ce jour-là, apparemment, par hasard, il est sorti au moment précis où tout était réuni pour une dispute. Et donc, il n'a rien entendu. Je suis pas sortie par hasard, je suis sortie à cause de la musique. Et il ne dit pas qu'il n'a rien entendu, hein. Il est au contraire très précis sur ce qu'il a entendu, et il n'a jamais varié là-dessus. Le psychiatre dont j'ai cité le rapport ainsi qu'une spécialiste de la cécité ont tous deux relevé que Daniel a une excellente mémoire auditive. Françoise, elle vous dit un truc? Bah, je voulais dire que c'est superbe, quoi. C'est superbe parce qu'on est vraiment dans cet embarras, dans cette angoisse. C'est-à-dire immédiatement, la force de l'image animée, enfin du film, et de ce film, ces morceaux de séquence-là, c'est qu'on est tout de suite dans le... On saisit le regard de l'enfant et on est dans sa tête, on est dans son embarras, on est dans sa difficulté et on sait qu'il y a plusieurs interlocuteurs, on sait que ça, les balles vont arriver, justement, par rapport à la balle de tout à l'heure, qui n'est pas pareil, mais la façon dont tu as mis la caméra, évidemment, et là où il y a très peu de gens derrière, et en même temps, on est très sur lui, donc c'est très intime. Et je trouve que là, tout de suite, on est à l'intérieur, et c'est ça qui est très fort, et avec ce rythme comme ça, je regardais le rythme des lambris verts et blancs. Qui vont très bien avec le rose, là, de ce décor magnifique fait par Studio GGSV. Qui te fait défiler aussi la pensée, c'est-à-dire que lui, il est en train de se dire que si on me dit ça, ça veut dire ça, les conséquences, etc. Si je dis ça, et bon, ben voilà, on est la bataille juste, entre les deux. Quoi. C'est-à-dire ce qui est dit est très bien, visuel. Enfin bon, c'est banal. Et alors ce plan-là, il n'était pas forcément voulu au tournage, hein, c'est ça? Tu l'avais pas forcément dessiné. En fait, le tribunal, c'est un des trucs les plus compliqués, je trouve, à affiner. Tu as beaucoup de bois. Là, effectivement, c'est marrant que tu parles de ça parce que la chef déco a ramené justement ce verre qui n'était pas présent à l'origine et elle a dit il faut trouver quelque chose parce que sinon on va être vraiment... Ouais, mais je trouve ça très bien justement. Voilà. Ça rythme, tu vois, comme une espèce de rafale de paroles, de rafale de questions, de rafale de difficultés, comme ça, et ça tourne. Ouais. Mais c'est marrant parce que ce plan n'est pas prévu. Et bon, comment tu l'as trouvé? Sur un plateau, on attend beaucoup. Et en fait, à un moment donné, je suis devant le combo, donc une espèce de retour comme ça de télé. Et par hasard, mon chef opérateur qui est assis sur une espèce de machine, un assistant... C'est celui qui filme, le chef opérateur? Oui, pardon, celui qui filme. Un assistant le prend très violemment et le tire comme ça en arrière. Et moi, je vois ce plan qui se fait presque par hasard. Et lui faisait plutôt des mouvements très lents, très beaux, très fluides. Et en voyant ça, je dis non, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Parce que j'ai pas vu exactement, si tu veux, le plan que j'ai fait, mais j'ai eu l'idée à ce moment-là. Alors que j'avais moi l'idée plutôt de faire un contre-plongé comme ça, pour être à hauteur d'enfant, avec une chose un peu inquiétante, un peu dans dessous, ce qui est vraiment... Mais par contre... Tu fais vachement bien les caméras qui bougent comme ça. Mais parce que, non, mais c'est vrai que le registre du fantastique ou de l'horreur, souvent, c'est des contre-plongés où tu es un petit peu comme ça. Et moi, j'étais un peu entre les deux. Mon film n'est pas un pur film de genre, hein, donc du coup, c'était toujours... voilà. Et c'est vrai que quand on a trouvé ça, on a eu un peu peur parce qu'on s'est dit mais est-ce qu'il peut tenir? Il faut aussi dire qu'en film, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a beaucoup de choses sur les épaules des acteurs. Donc l'enfant, est-ce qu'il va pouvoir faire un plan séquence, sachant qu'évidemment beaucoup de choses sont en voix off. Donc après, refait, tu veux dire en voix off, c'est-à-dire que ça a été refait en post-synchronisation? Non, on a pris, ça c'est le travail de Laurent Sénéchal, mon monteur, qui va prendre d'autres prises où ils font mieux. Là, moi, quand je vois le plan, je vois pas le plan, je sais toutes les arnaques qu'il y a derrière. La fabrique, ça se sent pas du tout. Ouais. Bah non, ça se sent pas. C'est super. Je peux pas vous dire quoi, peut-être que Laurent vendra la mèche, mais il y a un énorme... T'es en train de spoiler ma soirée encore. Ça fait 2 fois. Mais en tout cas, non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, et ça c'est ce que je trouve magique, et pour finir sur ce que tu me demandes Thomas, je crois profondément, et tout à l'heure tu parlais de l'instant, du fait que c'est maintenant, et de ce truc qu'il faut choper, et c'est la vie, quoi. Je veux dire, elle a beau avoir toute la technique du monde, Françoise, il y a un moment donné, c'est maintenant. Et tout le temps, comme tu dis, en fait, non. Enfin, en fait, c'est plus complexe que ça. Et moi, je trouve que plus j'avance dans ce métier, plus je trouve que c'est les scénarios, bon, c'est super, mais à un moment donné, tout se passe dans ce moment-là.
Et je valorise beaucoup la manière dont les accidents peuvent te donner de rebondir dessus. Quand tu as l'idée du plan là comme ça, comment ça se fait? Parce que tu retournes, tu as quand même une trentaine de personnes autour de toi et tu dis non, on va faire comme ça, on va changer différemment. Comment ça se passe? C'est elle la réalisatrice. Oui, mais il y a, tu sais, quand tu fais un film, ça, on est bien d'accord, Françoise, mais elle a moins de chance que nous. C'est-à-dire que nous, on est tout seul en face au tableau, donc on fait un peu ce qu'on veut. Ça coûte moins cher. Quand on fait un geste de cinéma, ça coûte tout de suite 1000 €, quoi. Donc, non, voilà. mais c'est vrai, la question c'est comment tu l'imposes sur un plateau. Surtout que Anatomie d'une chute, je le dis parce que les gens ne savent pas toujours, c'est un film qui est moins cher que mon précédent, c'est un film qui est vraiment dans une économie assez peu chère, franchement. Donc on a des vrais problèmes d'économie sur le film. Hein. On est sur une économie où on doit aller vite, on fait des journées grosses, voilà. Et puis non, c'est à un moment donné aller vite, trouver le chef opérateur qui va être vraiment soudé avec vous pour pouvoir dire bon. Peut-être la lumière, on va pas chiader jusqu'au bout du bout. C'est un équilibre à trouver, mais bon. Là, c'était trop important, ces scènes-là. Donc, des fois, on fait l'impasse, on doit virer une scène parce qu'on n'a pas le temps de la faire, mais on en choisit une plutôt qu'une autre. Et là, par exemple, cette scène, elle dépend vraiment beaucoup de l'acteur. Donc, c'est Milo. Milo Machado Graner, ouais. Voilà. Et là, comment tu as confiance en lui? Tu l'as entraîner ou tu prends le risque parce que tu mets en scène tout le système et puis après, l'acteur, il faut qu'il réponde à ça. Hein. Non, Milo, pour moi, c'est indépendant des autres. Un acteur professionnel, c'est un acteur qui arrive et qui a un savoir ou qui sait des choses, quoi. Milo, il arrive, moi je vais le cueillir à un âge où c'est un gamin, quoi. Donc moi je fais très attention à lui déjà parce que c'est un enfant. Parce que là, c'est beaucoup d'avoir tout ça sur les épaules. Là. Donc je lui demande de ne rien préparer quasiment. Voilà. Et puis je travaille avec Cynthia Hara qui est une coach acteur sur le plateau qui va juste avant la scène l'aider, mais il faut surtout pas faire de par cœur et surtout pas faire... on doit sortir du jeu, hein, sinon c'est un cauchemar. Les enfants qui jouent, ça peut être tellement mauvais. Hein. Vraiment pour moi, c'est sincèrement, les gens souvent les casteurs disent oh ils sont formidables les enfants, les castings d'enfants. Moi je trouve ça toujours cauchemardesque parce que je trouve que les enfants jouent très très mal souvent. Et en fait donc il faut trouver, c'est à nous par contre de trouver la manière de les accompagner, de les aider, etc. De toute façon un enfant qui joue bien, à moins d'avoir vraiment je veux dire, le boulot, c'est à nous de le créer et aux acteurs de venir jouer assez bien pour lui faire oublier qu'il joue, quoi. Mais lui, c'est un gamin incroyable. Ouais. Alors, vous avez quand même un point commun, toutes les deux, qui est vraiment... voilà, même on va le voir, parce que je vous ai demandé des goûts de cinéma et des goûts de peinture, enfin, surtout les goûts de cinéma, vous avez quand même cette chose-là, de ce rapport à l'enfance ou à l'adolescence, qui est quand même important. Toi, Justine, il y a toujours des enfants qui sont là dans le coin, qui regardent, qui sont souvent un point de vue presque de l'innocence, mais aussi du juge. Notamment dans ce film, il y a quand même cet enjeu de à quel moment les innocents ont raison, et voilà. Françoise, ça transpire, peut-être plus des adolescents, mais il y a quand même cette chose-là de pas des adultes, bon, c'est moins intéressant, quoi. Oui, c'est vrai, je peins presque jamais des vrais adultes, enfin bon. Et pourquoi c'est aussi resté comme ça dans un... Ça a été toujours comme ça. Et puis, parce que toi, il y a même de la fable, tu peux avoir des Alice ou des choses comme ça. Ouais. Bah, c'est plus des êtres de fragilité, quoi, pas des êtres de pouvoir. Donc du coup, adulte, est toujours un peu plus de pouvoir quand même. Donc c'est peut-être ça. C'est aussi ces moments de transformation où tu es avec quelqu'un, mais tu sais qu'il va être autrement, qu'il va être autre chose. Donc ça ramène de la profondeur, je pense aussi. Et toi, Justine, c'est quoi ton rapport aux enfants alors? C'est compliqué. Non, mais c'est vrai que moi, je mélange un peu plus. J'adorerais faire des films qu'avec des enfants, c'est mon rêve. Hein. J'ai vraiment un projet, mais que j'arrive pas, j'ai peur. En tout cas, il n'y a pas un seul film que tu as fait où il n'y a pas d'enfants dans l'histoire. Non, mais au début, il y avait mes mes enfants surtout, parce que c'est vrai que les enfants... Ils ont une narration, ils ont un sens dans la narration. Je pense à Sibylle, où les enfants viennent faire bouger la narration. Disons que là, je rapprocherais, sans faire aucun parallèle, évidemment que ça n'a rien à voir, hein, mais le travail avec les animaux et les enfants... Parce que, pardon, ça n'a rien à voir évidemment, les enfants. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Pareil, alors, tout dépend. L'âge, Milo notamment dans cette scène-là, évidemment, c'est différent. Il devient adulte presque. C'est un film sur il devient adulte. Ouais. Mais les tout petits, en tout cas, c'est vrai que c'est, disons, qu'ils viennent foutre un peu le bordel. Le cinéma est un art génial, mais quand même extrêmement mortifère s'il est fait de manière un peu classique, quoi. Et je veux dire, on est quand même tous en train de se réunir pour faire dire un texte qui a déjà été lu par 20 000 par plein de gens, qui a été déjà... Il y a un côté carton-pâte qui... Oui, tout est fait pour faire de la merde en vrai. Donc il faut arriver à vraiment... donc c'est vrai que les enfants, c'est ça qui est génial, ils arrivent, ils s'en foutent total. C'est comme les animaux. Tournage, le regard d'un chien, je veux dire... regard d'un chien. Pardon, mais le regard du chien...
on ne veut pas de regard caméra du chien, mais il nous le donne. Oui. Donc à un moment donné, moi je trouve ça génial. Bon, après, moi j'ai une fascination en ce moment pour les animaux et pour le... Je trouve qu'il faut filmer les animaux vraiment de manière différente. Arrêter de les voir comme des faire-valoir de l'homme, mais vraiment les regarder comme des êtres... Bon, c'est une autre discussion, c'est un débat qui pourrait durer. Hein. Non, mais c'est un vrai débat. D'ailleurs, tu filmes beaucoup aussi j'ai vu des... Tu filmes beaucoup ? Les animaux. Non, pardon, excuse-moi, tu... Je suis content, j'ai réussi ma soirée. Oui, mais pas que, j'ai vu aussi des dessins, des dessins. J'ai vu tout à l'heure, ouais. Oui, il y a un bestiaire Petrovic, c'est sûr. Très beau, un bestiaire, ouais. Mais non, mais je trouve que c'est quelque chose qui vient bousculer un peu l'ordre un peu établi d'un tournage, et je trouve que c'est nécessaire. Voilà. Alors, je vous ai demandé un peu vos goûts. Et justement, on va rebondir encore sur cette histoire d'enfance et d'enfants, puisque Françoise Petrovic, je t'ai demandé un film que tu aimais beaucoup, et tu m'as proposé Cria Cuervos de Carlos Saura, qui est un film qui fait pleurer. On va pas, voilà. Qui fait pleurer. Si tu veux en parler, Justine, vas-y. C'est complètement fou parce que les habits du petit dans Anatomie, c'est d'après ça. C'est marrant. Incroyable, Quand scoop. Je l'ai vu tout à l'heure, j'y ai pensé. Donc les habits de... J'y ai pensé. Non mais prends le micro. Pardon, il est habillé en rouge. Oui, le pull rouge de la fille. Ça vient de Cria Cuervos. Bon, ce qui est... Il y a tellement de films, des chefs-d'œuvre, mais bon, j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a quelque chose de très dramatique qui me touche. C'est un huis clos, donc il y a un truc très étouffant. Ça j'aimais. Il y a cet enfant qui devient aussi, enfin qui est adulte aussi, et il y a ce double dialogue. Il y a aussi le côté politique, c'est-à-dire qu'on est à la fin du franquisme, donc il y a quelque chose qui est un peu finissant, il y a quelque chose un peu pourri qui va arrêter. Et puis il y a cette idée aussi que, là ce qu'on voit là justement, c'est on devient grand, quoi. Comment on est femme, et puis c'est un jeu sur les femmes, sur la féminité. L'homme est exclu rapidement. L'homme mort, il a fauté. C'est le politique, c'est le pouvoir. Et puis, voilà, les femmes, quoi. Et puis il y a quand même ces trucs-là qui est très, très, très mélancolique dans le film, c'est comment on n'a pas le droit d'être enfant, des fois il faut être adulte plus vite, quoi. Oui, exactement. Ça, c'est très dur. Puis il y a la musique, le son, les regards, la noirceur aussi. C'est comme une peinture aussi espagnole, il y a quelque chose de très en clair-obscur, c'est très plastique. Enfin, on le voit là, par exemple. Le blanc, là on le voit complètement, c'est complètement espagnol dans ce que ça dit, la lumière. Trop beau. Mais c'est un film en plus que je comprends pas, que quand je l'ai vu, je n'ai pas très bien compris. C'est ça qui m'a plu aussi. C'est-à-dire, je me suis dit que c'était un film qui était compliqué, qui était complexe. Il y a toute l'histoire politique d'Espagne qui passe un peu au-dessus de la tête. Moi, je connaissais un peu, pas tout à fait. Et du coup, c'est un film qui te hante. Voilà, j'aime les œuvres qui me hantent. Alors, ça refait un petit lien parce que je t'ai proposé je t'ai demandé un film que tu n'aimais pas, et tu m'as proposé The Square de Ruben Östlund, qui est le monsieur qui a donné la Palme d'Or à Justine. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Je savais pas. Bon, donc peut-être Justine va rien dire. Mais... Excusez-moi. Justine, c'est envie de le dire, discrètement, mais voilà. Donc pourquoi tu n'aimes pas The Square de ce réalisateur qui a très très bon goût pourtant? Il peut avoir bon goût, mais faire des films que j'aime pas, c'est autre chose. Non, j'aimais pas parce que... Voilà. Bon, alors je voulais prendre un film qui était quand même haut, parce que taper sur quelqu'un qui a pas de possibilité, qui a un petit film qui se voit pas, c'est vraiment dégoûtant. Donc voilà. Donc The Square, c'est quand même... c'est une palme. Donc je trouvais que ça n'avait rien à voir, justement. C'est pas grave. C'est le milieu de l'art contemporain, donc je connais assez bien le milieu de l'art contemporain, donc c'était un peu mon milieu, c'était intéressant. C'est un film que j'ai trouvé justement trop brillant, trop rapide, trop publicitaire, trop clinquant. Quand je dis brillant, c'est-à-dire que c'était vraiment en surface. Autant le film précédent de Carlos Saura, il est en profondeur, il est en noirceur, il est en haut, dans les eaux qui bougent. Autant celui-ci, moi j'ai trouvé son scénario complètement abracadabrant. Il y a des scènes que je trouve hyper... il y a des gens peut-être qui adorent. Là, non, mais c'est pas grave. Non, mais il y a des scènes qui sont très publicitaires, je trouve. Celle-ci, là, avec le... Tu sais, les sacs poubelles dans la montée d'escalier. Là, c'est que des effets, quoi. Il y a beaucoup d'effets. Ouais. Alors ça marche. T'écoutes pas Justine. C'est très c'est hyper séducteur. Ça marche, ça t'emmène. C'est rapide. Les phrases, tac, tac, tac. Mais moi, j'ai jamais vu un conservateur de musée qui roule en tel ça. Ils ont une sexualité pas très drôle, en vrai. Qui a tant d'argent. Non, je connais pas. Je connais pas ça. Et je trouvais même qu'il y avait un côté un peu méprisant sur l'art contemporain. Quand ils parlent d'accrochage, tu sais, dans le musée. Ça, c'est un peu la tarte à la crème. C'est-à-dire dès qu'on parle d'art contemporain, ça, c'est dommage, on rigole. On rigole.
Ça a été un peu un ratage aussi, là, moi, une écrivaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christine Angot, qui a fait un livre, La Manu au musée, qui n'était pas du tout réussi, alors qu'elle peut être très intelligente, mais là, elle a fait un livre qui n'était vraiment pas terrible sur l'art contemporain, où elle critiquait les artistes et remercier tout le temps les directeurs de musées et tout ça, d'une manière très servile, sans comprendre trop comment ça marche. Ça me fait penser que exactement, que c'est un film un peu sur le marché de l'art plus que sur l'art. Voilà. Et ça, c'est un des problèmes que nous, on a en tant qu'artistes souvent, c'est qu'on n'est pas très représenté dans l'imagination collective, donc on pense souvent à beaucoup d'argent, beaucoup de choses comme ça, et puis nous, les artistes, pas si petits que ça, mais... Non, mais c'est vrai que quand on parle d'art... Il faudrait que des gens fassent des films sur nous un petit peu. Quand on parle d'art, on parle d'argent souvent. Voilà. Les seuls moments où dans les grandes radios, les grands médias, on parle d'art plastique, on va parler ici, au Forum des images, pardon. Voilà. Et là, c'est le reflet de ça, pour moi, c'est pour ça. Mais bon, je ne vais pas... Tu veux réagir, Justine, ou... Non, je pensais c'est vraiment intéressant. C'était lui qui... Non, mais j'ai aucun lien de plus que ça avec... Encore mieux, ça tu l'as payé. Tout à fait honorable. Mais non, mais je pensais au film de Keshish, qui est un immense film qui a eu la Palme d'Or aussi, La vie d'Adèle, qui est très réussi, mais par contre, je trouve que la partie justement vie d'artiste est totalement ratée. Et je trouve ça très intéressant. C'est souvent une chose extrêmement difficile à représenter. Ouais. Il y a très peu de films. Il y a très peu de films qui montrent ça. Et quand tu connais un peu ce milieu, tu vois, tu te dis mais merde les mecs. Mais ça doit être pareil, je pense, pour certaines personnes quand tu vas montrer des trucs. C'est très compliqué de parler. Il y a Munch de Peter Watkin qui est quand même un chef-d'œuvre. Qui est très beau, exactement. Et puis Van Gogh de Piala. Ouais. Ah bah si, attends. Si, Van Gogh, c'est un génie, c'est génial. Ah moi, oui, t'aimes pas ce film. C'est l'antithèse de ce film. C'est l'antithèse de ce film pour moi. On a plein de trucs à dire sur Piala, mais en tout cas Van Gogh. Oui, le film, c'est. Justine, je t'ai demandé un film qui était très important pour toi et que tu aimais beaucoup. Je t'ai un peu forcé la main. Je sais même plus ce que j'ai dit en fait. Tu m'as proposé Running on Empty de Sidney Lumet. Ah oui, t'es contente. Ça a été un peu, c'est un film que je trouve trop méconnu, qui est vraiment magnifique. Ah mais moi j'adore ce film, j'ai une passion pour ce film, pour l'image du film, pour la fille qui joue. Alors l'image est dégueulasse, je suis désolé parce que j'ai pas trouvé mieux sur YouTube. Mais non, mais c'est magnifique, l'image est pas du tout dégueulasse. De toute façon la pellicule c'est beau, voilà, tu peux voir un truc. Non mais là c'est une pellicule un peu sale quand même. Non, c'est sublime. Et surtout, il y a River Phoenix qui est un génie, qui est le frère de sublimité totale, dont j'étais tellement amoureuse. Mais c'est vrai que Running on Empty c'est vraiment un film... Tu peux raconter un peu l'histoire et tout ça ? Non, parce que l'histoire, elle est réductrice, il faut le voir, mais ça vous dira rien. Ce qui est très beau du film, c'est que c'est un film, franchement, qu'on a vu 500 fois. Enfin, l'histoire, on l'a vu 500 fois, une émancipation d'un jeune gamin, d'un jeune ado. Bon, voilà, tu vois, les images, ça va rien te... Ce qui est très très fort, c'est que le film ne révolutionne pas le genre, je veux dire, de ce genre de film, mais chaque scène transcende parce que... Il le revivifie, quoi. Ouais. C'est au-delà de ça. Cet acteur est un pur génie. Il est mort évidemment beaucoup trop jeune, puisqu'il est mort d'une overdose dans les années 90 au Club 35. Bon, bref, j'oublie toutes les dates. Mais en gros, voilà. Mort très terrible dans le clan Phoenix. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il a un truc qui a évidemment... après un peu bifurqué sur son frère Joaquin Phoenix qui après a fait une carrière qu'on connaît, mais je trouve qu'il a quelque chose lui d'une forme de, tu parlais tout à l'heure d'adolescence et de cet âge très particulier en fait où on n'est pas, enfin j'allais dire on n'est pas fini, on n'est jamais fini, mais je veux dire il y a un truc où voilà le visage tout, et là moi franchement les films d'adolescence c'est pas forcément mon délire, hein. Mais j'avoue les films, hein, je parle pas les œuvres, je parle les films, mais ce film là c'est un film à part, tout le monde joue incroyablement, il y a je sais pas quoi dire, la musique, il fait du piano. Okay. En gros, il joue réellement du piano. Il joue réellement du piano. Ouais. Non mais ça c'est hyper émouvant ce film, il est trop beau. Allez-y, téléchargez-le, on peut plus télécharger, mais voilà. Et je t'ai demandé un film que tu n'aimais pas, et tu m'as proposé Funny Game US de Michael Haneke, qui date de 2007. Ah, j'aime pas du tout. Qui est à l'affiche la plus belle du monde. Mais qui est à l'affiche la plus belle au monde. Et alors, je dois Comment il s'appelle le monsieur qui a fait l'affiche déjà ? C'est Akiko Sterenbergen. Je l'ai contacté pour qu'elle fasse plusieurs affiches. À moi, parce que cette affiche est extraordinaire, hein, franchement. Ouais. Mais il faut dire la vérité, c'est sa plus belle affiche. Après, elle a fait des affiches un peu moins bien. Mais le film est horrible. Mais horrible. mais non, mais c'est monstrueux. Alors, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui aiment beaucoup le film. Parce que... Non, c'est bête. C'est bête, c'est un film programmatif. De toute façon, moi, j'aime pas ce film. J'aime pas non plus Orange Mécanique, qui pour moi est un film qui montre la torture. Parce qu'on voit des méthodes de torture de soldats qui ont été récupérées pour montrer... C'est des films qui sont monstrueux. Tordu, ouais. Et j'adore les films d'horreur et fantastiques. Mais ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment de la torture. C'est-à-dire, je vais vous montrer
Je vais tranquillement disséquer vos nerfs pendant 2 heures. C'est pas beau, l'image est pas belle. Il aime pas ce personnage. On s'en fout de ce film. Franchement, tu le vois, tu te dis, mais ça m'a pourri mon existence pendant 2 heures. La vie est trop précieuse pour voir ce truc dégueulasse. Et je pense la même chose de pas mal de films de Haneke. Je suis désolée, pardon. Je sais que c'est un génie pour plein de gens. Mais il a fait une version allemande avant. Parce qu'il y a trop de désamour. Il faut vraiment avoir rien vécu de sa vie pour faire des films comme ça. Quand t'as vécu des... Non mais vraiment, je crois... Non mais vraiment, c'est dégueulasse, vraiment. Je suis encore plus énervée. Je suis vraiment... C'est des films qui m'énervent parce que... Non mais pardon, mais c'est facile de vomir en fait. Moi je peux vous vomir dessus aussi. Hein. C'est facile de vomir. En plus, bon bref. Mais c'est... Pardon, j'ai une fascination pour le vomi en plus dans les films. Mais par contre... C'est vrai non. que t'as fait vomir un chien. Mais par contre, je trouve vraiment que ça... Puis il y a peut-être un truc qui te dérange aussi, c'est le... Enfin, moi, ça m'a dérangé en voyant le film, c'était le fait que Naomi Watts, qui est dans la version américaine, elle est beaucoup plus, on va dire, elle est beaucoup plus mise en sexuelle que dans la version allemande, et que d'un coup, il y a vraiment un jeu pervers aussi à l'abîmer tout le long du film, quoi. Il y a ce jeu-là mais c'est au-delà de ça. Ça, c'est ton idée, ça. Mais ouais, ça c'est ton idée. Non, mais moi, pourquoi pas. De toute façon, c'est dégueulasse, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Ce film est dégueulasse. Parce qu'il va disséquer... Non mais c'est dégueulasse de dire en gros, je vais vous montrer quelqu'un qui va mourir et je vais vraiment vous montrer que s'il rate un jeu, il va mourir. C'est horrible. Non, c'est dégueulasse. Vraiment. Et encore une fois, j'adore les thrillers et tous les films d'horreur. Hein, vraiment, donc c'est pas... C'est aussi une question de mise en scène. T'as vu, il y a un escalier avec un chien. Oui, ça m'énerve. Du coup, ça m'énerve encore plus. Ouais. Bon, c'est un cliché, hein. Mais c'est vrai que c'est... Bon, c'est pas bien. Alors... Mais il n'y a pas assez d'amour chez Haneke. C'est ça le problème. Là, c'est la version US, hein, mais je veux dire, en gros, il n'y a pas assez de... Tu peux pas parler de la vie, de la mort, des gens, de la chair sans aimer les gens. Le film The Square, c'est pareil, il n'y a pas assez d'amour, finalement. C'est pareil pour moi. Kubrick, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'amour pour l'humanité. Je trouve que ça marche mieux parce que d'un coup, il assume le côté l'industrie qui regarde les Kubrick, hommes, il a fait un chef-d'œuvre extraordinaire. C'est vraiment... Bah si, il a fait un film que j'ai vu 50 fois, Eyes Wide Shut, qui est un pur chef-d'œuvre. Il a réussi à faire jouer Tom Cruise comme il n'a jamais joué de sa vie avant ce moment-là. Tom Cruise joue toujours très bien. Non, mais Tom Cruise est un... Encore dans le dernier Mission Impossible, il est formidable. Non mais c'est un génie. Non mais à côté il y a pas photo. C'est sûr que Kubrick c'est un génie pur. Hein. Mais moi je trouve que là c'est. C'est bon là on a tapé dessus là. Il est en sang, c'est bon. J'espère qu'il va pas mourir aujourd'hui. Et on a eu donc là l'idée c'est qu'on est une grande salle et tout ça, que moi je suis très content d'avoir une grande salle et donc j'ai voulu faire un peu émission de télé et donc j'ai des invités surprises et donc j'ai le premier invité surprise. Il s'appelle Martin Guiffard. Voilà, il va venir nous expliquer comment il travaille avec... Et là, regardez, je me lève, c'est incroyable. Bonjour Martin, incroyable. Bienvenue. Regarde. Et là, regardez, j'ai une chaise surprise. Waouh. C'est bien prévu, hein, quand même. Et j'ai un micro surprise aussi, Martin. Voilà. Et donc, Martin, tu travailles avec Françoise Petrovitch. Oui, c'était un peu intimidant, je vous avoue, là. Bonsoir. T'inquiète, on est à la maison. Et donc, peut-être on peut passer à l'autre image. Voilà. Et donc, tu fais des choses comme ça avec Françoise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une lithographie. J'ai la chance de travailler avec pas mal d'artistes, Françoise et toi, Thomas aussi. Ouais. Et alors là, avec Françoise, tu travailles à IDEM. C'est ça. Et là, encore une fois, relation cinéma et peinture, puisque à IDEM, c'était l'endroit où j'arrive. Un jeune réalisateur, David Lynch. Voilà, David Lynch, il travaillait là-bas. Voilà, il faisait des lithographies là-bas. Et donc toi, tu travailles là-bas. Et donc là, tu vas nous expliquer un petit peu comment avec Françoise, qui peut commenter également en même temps, si tu veux rebondir. Donc là, comment vous travaillez ensemble ? Là, déjà, c'est un grand format. Alors, c'est plus grand sur l'écran, mais c'est une lithographie très grand. 1m20 sur 120 sur 160. Ouais. Et en fait, la lithographie, c'est une vieille technique d'impression. Et on passe à l'autre image, des images d'atelier. Voilà. Donc c'est eux2, voilà. On prouver que... On fait la tronche, hein. Là, on est en pleine phase de travail. Là, c'était compliqué. Je pense que c'était la fin de la journée, peut-être. Voilà. Et donc là, toi, tu prépares ce qu'on appelle une pierre. C'est ça. Voilà, Françoise a fait une esquisse au crayon sanguine sur une pierre. On transfère une première image en empreinte qui va servir de référence, de base. Et là, après, t'attaques. Alors, à la différence de l'atelier, on voit déjà que c'est compliqué quand on est chez soi, dans son intimité. Là, il faut dire que tu es au milieu
d'une armée de gens qui travaillent autour de Voilà. toi, de bruit Donc de toi, tu es en train de machines. préparer les noirs en même temps. Voilà. Et voilà. Et en C'est-à-dire fait, que juste la lithographie, c'est une des grandes, c'est une technique de reproduction, enfin d'estampes. Ça fait partie des estampes. Donc moi, je travaille beaucoup des estampes. Donc on va avoir des multiples. C'est pour ça que là, on est en train de fabriquer une matrice qui va pouvoir être multipliée sur presse et avoir de nombreux. Là, vous avez fait 20 exemplaires. tirages, je crois, de celle-là. Oui, on fait peu, mais enfin, en tout Ouais, cas, ouais. c'est pas une. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, la peinture ou le dessin, c'est pas des œuvres uniques. Voilà, On fabrique une matrice, donc je le Donc là, vous fabrique voyez, avec travailler eux. avec plein de gens c'est quand même autour, une comme pierre ça. de 900 kg, la matrice. Donc il faut la Ouais. déplacer. Ouais. Et donc ça, c'est une pierre qui est préparée, c'est ça, ou c'est une pierre spéciale qui est- C'est une pierre spéciale, c'est un calcaire qui est très particulier, c'est un calcaire qui est extrêmement Là, on voit bien, pur tu peux et arrêter les images, homogène. comme ça on voit le calcaire, voilà. Et- Voilà. Et donc faut toi, tu déjà prépares tu prépares la apprivoiser de pierre. travailler dessus à plat. Voilà. C'est difficile, on va pas pouvoir l'accrocher au mur. Et il faut se lancer aussi corps et âme parce que c'est une pierre qui va absorber directement le dessin gras qu'on va poser dessus. Et il n'y a pas de repentir ou pas beaucoup. En tout cas, Oui, pas dans la première étape. Ça veut dire qu'on peut pas, il n'y a pas de repentir, ça veut dire qu'on ne peut pas gommer. C'est-à-dire que quand je travaille, ça va être marqué, incisé dedans. Et Et ça en va fait, être- là, on croit que ce qui est important, c'est le noir que dessine Françoise, et pas du tout. Ce qui est important, c'est le gras du noir qui est en train C'est ça. voilà. c'est le un gras dessin qui en fait la valeur pierre. en fait. Ouais. C'est une valeur, en fait, on va dessiner en noir parce que c'est la couleur qui va permettre le mieux de voir, d'étalonner sur la pierre, qui est en plus pas complètement blanche, hein, c'est une pierre qui est grise, donc à la base ça bluffe un petit peu sur les rapports de couleurs. Mais là, je crois qu'on va perdre tout le monde. Non, c'est bien, continue. Je sais Vous nous pas dites, le côté Non, continue, technique. Martin. Voilà. Mais Non, ce mais grand c'est vrai. dessin-là, on peut l'imaginer, en fait, c'est comme si on faisait un grand tampon et de l'imprimer avec n'importe quelle couleur. Voilà. Et toi, tu es arrivé, c'était une toile peut-être qui existait, qui était déjà une base, il faut que tu arrives à étalonner déjà dans ta tête ce à quoi ça va pouvoir ressembler. Après, il y a Et attends, moi je voulais le plaisir de Françoise à peindre sur pierre, parce qu'il y a un plaisir particulier quand même aussi, non? Il y a quelque chose là, c'est pas du tout, c'est pas comme la peinture, il y a une sensualité. Déjà, on n'a pas le droit de mettre ses mains sur la pierre, donc Non, c'est très chiant. il faut pas Interdit, toucher, ça. c'est difficile. Alors, quand c'est grand format, c'est d'autant plus difficile parce qu'il n'y a Ouais. pas d'appui. Il faut pas laisser de gras justement. Et Ouais. ce qui est assez beau, c'est qu'il y a une réaction naturelle, puisque c'est Ouais. un matériau naturel, la pierre, et donc on va jouer avec ça. Et il y a une froideur même de la pierre qui est un peu jolie. Ben non, je touche pas. Ah, moi je ne touche sais des pas. fois. Pardon. Donc, si tu poses l'empreinte de ta main, en fait, tu auras une belle empreinte de main imprimée. Ouais, oui, ça c'est dessus. sûr, le gras, mais Tout- on tout sent la marque. froid, je trouve qu'on sent le Surtout froid. si t'es un dans peu. le stress de créer, tu sais pas trop, tu transpires un peu. Et voilà. Et là, pareil, quand moi je t'ai vu dessiner il faut faire tu cherches le geste, le bon geste un peu chinois. bah, j'essaye de ouais. pas repasser dessus et d'avoir de laisser. Une respiration C'est de- très liquide, hein, c'est des techniques qui sont très liquides, et du coup j'essaye d'être le plus, de faire confiance à l'eau et de mettre du pigment juste ce qu'il faut pour que ce soit l'eau qui va se développer un peu elle-même. Et après je vais retravailler là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas fait petit à petit. Et là, vous allez me dire que Martin, il sert pas à grand-chose, mais si, puisqu'on va passer après à la suite. Parce que Martin, Merci, il a préparé les encres et la pierre, ça va, c'est pas non plus. Et là, d'un coup, ça va devenir un peu plus spectaculaire, parce qu'attention, image suivante, bim! Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Explique-nous. Bah voilà, la pierre est calée en machine, donc là ça a été une étape un peu complexe. Ouais. La pierre, elle est dans le lit de la machine. ouais, En fait, Donc la pierre, elle est dans le lit, là, voilà, le rouge, alors, le gras. Ce qui est rigolo, c'est que ces machines-là, cette machine de ce format-là, c'était typiquement les machines qui faisaient les affiches de cinéma et théâtre à l'époque. Donc Que de liens, que de liens. Voilà. C'est des machines qui ont entre 130 et 140 ans, qui ont servi pour l'industrie, donc pour le cinéma, et qui aujourd'hui sont utilisées que pour les artistes. Et donc cette grande presse qui avait été surnommée par Lynch Moby Dick, c'est un petit peu son surnom, fait quand même 19 tonnes de fonte. Avec la pierre qui fait 900 kg dedans, il faut arriver à manipuler les deux. Donc là, je le fais pas tout seul, hein, j'apparais à l'image, j'ai l'impression que j'ai tout fait, mais on est une équipe... Et donc là, il y a des 6 rouleaux personnes. d'encre, tu mets l'encre au début, il y a des rouleaux d'encre comme ça qui sont mis comme ça pour que ce soit bien homogène l'encre. Voilà. Bah là, il faut mettre une petite... Et donc là, le gras de Françoise, enfin le gras que Françoise a déposé, d'un coup, il prend le rouge En fait, comme le une dessin, éponge. Quoi. c'est une technique d'impression, ça reste à plat, il n'y a pas de gravure. Ouais. Donc le dessin est fait effectivement avec un corps gras, et l'encre qui est utilisée, c'est très proche de On la a peinture compris ou à l'huile. pas? Vous avez des questions? Ça va. Et là, on va voir la suite. Et là, donc, c'est en bout de chaîne. Donc, on fait rouler. Toi, tu mets les papiers comme ça très lentement. C'est très sensuel, c'est très calme comme moment. Voilà, faut être très concentré. Tout le monde est concentré. C'est très dangereux aussi, hein, quand même. Ouais, faut pas mettre les mains. Faut pas mettre les mains. Et là, de l'autre côté, hop, ils sont en train de retirer Voilà, ça ressort. les lithos comme ça. Voilà. Et là, une à une, avec Trop beau, beaucoup hein. de cérémonies. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment avec des outils. Tu parlais de pièces de presse qui avaient 150 ans. C'est vrai qu'on travaille avec des outils très anciens. Il y a un côté très sale aussi dans un atelier de gravure. C'est-à-dire que tout est sale. Bah, C'est oui. vrai. En Tout- premier, les tout est très, imprimeurs, très les sale. artistes, tout le monde est habillé. Et on doit produire une image à la fin où les blancs, moi, comme il y a beaucoup de réserves de blanc dans
dans les compositions. Voilà, vous le voyez, le blanc, c'est le blanc du le papier. non-peint, ouais. Donc il faut faut qu'on ait quelque chose d'impeccable sur le papier. Donc il y a vraiment toujours cette tension entre il y a du bruit, on a les mains il y a sales, un bruit mais faut que ça très reste très propre. fort. Ouais. Là, on l'entend pas, mais il y a quelque chose de très pénible au niveau du bruit. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui bouge. Et en même temps, on doit sortir quelque chose où ça va être un éclat de couleur. Et donc, c'est ça qu'il faut préserver. Et moi, je dois penser à ça, c'est-à-dire essayer de garder le fil quand je travaille avec des gens autour. Parce que là, on n'a pas vu, mais des fois, ils sont 8 sur la machine, entre réception, et ça bouge tout le temps avec le bruit. Mais il faut que je prenne des décisions à ce moment-là, parce qu'après, c'est trop tard, c'est lancé et on ne pourra pas refaire. Et voilà, notre travail, nous, d'artistes, c'est ça, c'est de rester dans l'esprit et de tenir jusqu'au bout et de ne pas te faire perturber par le reste. Ouais, et des fois, il est dans une tension aussi de faire travailler les autres, j'imagine. Ah bah bien ouais. sûr, mais bon, là, ça va. On va passer ça sous silence. Ouais, hein, on on est fait ça d'accord. sous silence, mais... Non, mais Merci beaucoup, Martin. Donc, Mais c'est je Martin t'en de Idem. Je vous invite à regarder. C'est à Montparnasse. Merci. Merveilleux. Merci beaucoup. C'est le premier invité surprise. Il y en aura un deuxième. C'est incroyable. Et maintenant, on va passer. Tu peux laisser ton micro là, si tu veux. Merci beaucoup. Et alors, C'est rigolo, ça. quoi, c'est génial. Attends, j'adorais. Et là, maintenant, on va passer au goût de Justine en peinture. Alors, je t'ai demandé une peinture que tu aimais beaucoup ou que tu as appréciée. Et tu m'as proposé un tableau, s'il arrive, de Felice Casorati, donc il n'est pas très connu. C'est un tableau qui est à Gand. Voilà. Et alors, pourquoi encore une petite fille qui joue On va avoir des détails aussi. J'ai des hautes dev de folie, là. Vous allez voir, c'est pas des hautes dev du Louvre. Là. C'est beau, hein? Je l'ai jamais vu aussi grand. Ouais, bah, moi, pourquoi? Je sais pas. Je trouve que c'est magnifique. J'ai l'impression qu'elle a déposé sa vie autour d'elle, que tout est un peu. Je sais pas. Et puis je crois qu'après le rapport que j'ai moi, mais comme pas mal de gens à la peinture, c'est aussi des cartes, quelque chose qu'on m'a écrit une fois derrière. Mais cette carte est restée chez moi longtemps, donc voilà, j'ai une affection pour elle. J'adore cette peinture. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à dire en fait pourquoi. Ça m'arrange. Il y a quelque chose qui est très basculé dans l'espace de cette peinture. Tu vois, il y a, comme tu dis, toute sa vie est autour d'elle parce qu'on est en plongée dessus. Donc c'est quelque chose de très cinéma, je trouve, de très photographique, très cinéma. Et en même temps, ça raconte beaucoup de choses par des petits éléments. En même temps, elle est penchée. Et puis il y a le rapport de la couleur qui est très fort et de la lumière. Donc ça, je trouve ça très cinématographique sur la lumière aussi. Il y a la fac de lumière. Parce qu'on a les traits de lumière que tu vois, tu peux voir bouger quand tu filmes et que tu as la lumière qui change et qu'il faut travailler avec cette lumière qui change quand tu fais du film, je pense. Et il y a plein d'accessoires. Il y a quelque chose qui est presque comme un espèce de petit mode d'emploi d'une scène qui pourrait se déployer. Oui, il y a quelque chose qui parle. En fait, ce qui définit la petite fille est presque plus ce qu'il y a autour d'elle qu'elle-même, puisqu'elle a le visage penché. Oui. Et donc, il y a un truc assez... Puis ça dit socialement, ça dit tout de suite. Enfin, moi, je l'ai vu tout de suite. Tu vois que c'est quand même un milieu social particulier. Ouais. Voilà. Oui, non, bien mais sûr, c'est marrant bien sûr. aussi. Du coup, on a beaucoup d'éléments. Il y a le chien aussi, d'ailleurs. Tu vois, j'ai même pas fait exprès. Il y a le chien, il y a la poupée qui est comme un enfant, qui est comme un bébé, un peu ça. Ouais, c'est vrai. Il y a un bébé, ouais. Ouais, pardon. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la fenêtre, la lumière de la fenêtre sur le tapis. oui, ça, c'est quand même fou. ouais. Hein. Il y a un truc de tableau C'est la abstrait. lumière du J'adore Nord, ce un tableau. peu. Ouais, C'est c'est ça. très beau. J'adorais la voir. Ok, ben on va s'arranger. On va avec les Beaux-Arts de Gand. Ils sont pas très sympas là-bas. Je me suis fait hurler dessus la dernière fois que j'y suis allé. Mais, Ah bon ouais, parce que quand tu te rapproches trop près des tableaux, ils hurlent comme des flamands, mais c'est pas grave. Et en parlant de flamand, je t'ai demandé un tableau que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore, voilà. Et tu m'as proposé Pierre-Paul Rubens. Alors tu m'as proposé Rubens tout court. Donc j'ai choisi celui-là. Voilà, c'est encore un enlèvement. Mais parce qu'il y a une histoire derrière. Hein. C'est pas du tout. Non, c'est parce que quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts, j'avais un cours de James Bleudet. On était au Louvre. Que j'ai interviewé aux apparences, qui a été interviewée par Cécilia Granara. Pardon, il regarde, James. attention. Mais j'ai un souvenir de cauchemar de dessiner pendant des heures ces femmes. Et ouais, c'était un peu une torture ce cours. Tu l'as pas suivi toi ce cours? Si, je l'ai suivi. Ouais. Donc voilà, je suis passée un peu à côté, même si j'ai appris plein de choses sur l'anatomie. Féminine. Anatomie de filles qui tombent, une anatomie d'une chute. Non, pardon. Ça en coupera au montage, s'il vous plaît. Et c'est aussi peut-être le rapport au corps des femmes et tout ça qui te dérange ou pas trop? T'en fiches un peu, c'est pas si grave. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, y a toujours ce truc-là, c'est toujours un mystère de mettre en scène des femmes qui se donnent arriver à faire des corps qui se donnent absolument aux spectateurs de manière aussi ouverte. Moi j'adore la nudité, donc je peux pas te dire non. Moi il y a des. Okay. Moi j'adore la crudité. Effectivement, le côté un petit peu mateur. comment dire? Oui, un petit peu.
comme tu dis, ce que tu as dit tout à l'heure, enfin, la manière de montrer un peu comme un... Ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Voilà. C'est moins mon truc, mais après, c'est... Okay. Voilà, ouais. Et alors Françoise, je t'ai demandé un tableau qui était important pour toi, et tu m'as proposé une peinture de Zurbarán qui malheureusement est au Louvre, et comme le Louvre, vous le savez, ne donne pas de haute définition, j'ai pas des très bonnes images, mais voilà, donc c'est une très belle Sainte Apolline. Donc Sainte Apolline, c'est une martyre, et elle se fait arracher les dents, comme vous pouvez voir, sa pince avec la dent. J'ai choisi Zurbarán parce que d'abord, je pense que tout le monde peut le voir au Louvre, comme on habite. Enfin, voilà, c'est facile. Vous arrivez dans une salle, on arrive dans une salle et c'est tout de suite à droite. Et ce tableau est vraiment fort. Puis les salles espagnoles sont souvent vides, donc ça c'est pas mal. Il y a pas trop de monde. C'est très vide. C'est des salles qui sont vides. Vous êtes tranquille. Et puis, j'aime. Alors là, évidemment, c'est difficile d'en parler de la couleur, mais c'est vraiment un coloriste extraordinaire. Vous avez ce vert, ce rose, la façon de traiter les étoffes aussi, c'est-à-dire c'est un miroitement. C'est extrêmement austère, il n'y a pas de fond, il n'y a rien. On ne sait pas d'où ça sort, il y a quelque chose de très épuré, d'un peu raide, on va dire, d'un peu gauche même dans le dessin. C'est pas un dessin, contrairement à Rembrandt, tu vois, c'est un dessin qui va donner des lignes, qui va donner des droites, qui va être la palme comme ça, par exemple, va couper l'image en deux. Il y a des trucs très presque géométriques, un peu ascétiques, ouais. Un peu en retenue, que j'aime beaucoup. Mais en même temps, tout l'éclat, il vient de la couleur et c'est vraiment de la peinture. Du coup, il y a vraiment cette force de la peinture, du blanc, du foncé. C'est de la couleur et de la valeur. Je trouve que les Espagnols sont quand même assez formidables là-dessus. C'est-à-dire que tu as la peinture, c'est toujours et la couleur et la valeur. Et c'est ça qui est... prenez n'importe quelle photocopie en noir et blanc, vous allez voir, c'est génial. Mais c'est ça la valeur. La valeur, c'est le sombre et le clair. C'est du noir au clair, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, par exemple, si on prend en photo, en noir et blanc, ça serait un peu gris, c'est ça? C'est-à-dire que c'est tellement... Non, pas du tout. Tu auras des noirs profonds. Tu auras des noirs profonds. Tu auras le blanc très fort, la palme, et le jaune va couper. N'importe quoi. Okay. Voilà. Mais c'est assez fin comme ça. Okay. Et le truc, c'est que la tête, elle est un peu... C'est un petit tableau. Non, c'est assez grand. C'est assez grand. Non, c'est pas taille réelle. C'est pas taille réelle, mais c'est quand même assez grand. Non, alors donc ça c'est la Et puis il y a la dureté aussi, puisque évidemment on regarde, on est là, on parle d'esthétique, de couleur, et en même temps elle a une pince dans les mains et elle a été, on lui a arraché les dents. Oui, mais comme c'est une sainte, elle accepte complètement une sainte martyre, voilà. Elle accepte sa condition et elle pousse toutes les femmes à accepter la condition qu'elles vivent à cette époque-là, comme toujours. Voilà. C'est un peu ça. Ouais. Très bien. Je t'ai demandé un tableau que tu n'aimais pas et tu m'as proposé un Pierre-Auguste Renoir, Le Nu couché. Alors c'est un tout petit tableau, voilà. Alors j'aurais dû noter, mais j'ai oublié. Mais je crois que ça coûte 120 000. Ça a été adjugé 120 000 € cette merde, voilà. 120 000 €, d'accord. Ouais. Bah, Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, après j'ai eu. On peut aller vite, hein. Oui, je vais aller vite parce que j'avais un peu du mal à trouver un peintre que j'aimais pas. Oui, mais là en plus c'est un Renoir mauvais. Donc voilà, c'est un mauvais. Alors j'ai pris un mauvais Renoir. On peut pas le sauver, quoi. J'avais vraiment du mal parce que finalement j'ai regardé. Je me suis dit bon, Poussin. On en avait parlé aux apparences, donc il n'était pas question de reprendre Poussin. Non, c'est pas ça, c'est que Poussin, entre-temps, tu as rencontré Nicolas Milovanovic, qui est chef des départements de peinture du XVIIe siècle au Louvre, que j'ai interviewé aussi dans les apparences pour trouver l'interview. Et là, il t'a fait changer d'avis. Et qui m'a fait une visite privée pour que je comprenne Poussin, et c'est génial. Okay. Donc la ça, médiation. C'est l'effet des apparences, parce qu'il était choqué que tu n'aimes pas Poussin, donc il s'est bagarré pour te rencontrer. C'est très bien. Et puis donc voilà, mais j'avais du mal à trouver quelqu'un. Bon, voilà, no comment. J'ai envie de dire, on comprend tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien dans la salle ou pas? Parce qu'on a le droit, hein, c'est pas... Ah, une personne, 2, 3, 4 personnes, c'est pas mal, ok. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors, on a parlé de la loose de Justine Triet, mais j'aimerais bien qu'on parle de la loose de Françoise Petrovitch un petit peu. Et donc, première loose, on repart au même endroit, aux Beaux-Arts de Paris, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé, Françoise? Alors, c'est pas... Tu m'as demandé déjà loose, je sais pas, je dis jamais. Non mais échec, voilà, c'est essayer encore, rater mieux. Enfin voilà, l'idée c'est que c'est pas d'en faire un truc dramatique quoi. Mais voilà. Il y a quelqu'un qui aime pas le mot lose parce que c'est trop américain. Non mais c'est pas dans mon vocabulaire. Oui, d'accord. Échec. Échec. Oui, alors raté. Moi, j'étais venue à Paris pour faire. J'étais à Normal Sup en art appliqué. Donc j'étais en formation pour être professeur et puis. Mais je rêvais quand même d'être artiste, donc je me suis dit j'aurais tellement aimé, je voulais faire les Beaux-Arts et puis à l'ENS à Cachan on avait des auditeurs libres, des gens qui n'avaient pas réussi le concours mais qui avaient le droit finalement de suivre les cours avec nous, donc ils profitaient finalement de l'enseignement parce qu'on était 12 dans une section, donc chouette que voilà ça profite à plus.
Et je me suis dit, moi je venais de province, je comprenais un petit peu rien au milieu. Et les Beaux-Arts de Paris, je me suis dit, moi je vais faire pareil, je vais aller aux Beaux-Arts et je vais demander à être auditeur libre aux Beaux-Arts. Et je suis arrivée, je me rappelle, je suis allée dans l'atelier de Aligensky, c'était une grande salle. Et là, je suis arrivée, j'ai pas vu le professeur, j'ai pas vu le maître, mais j'ai vu les étudiants et je leur ai dit, j'aimerais bien être auditeur libre. Bon, j'avais pas compris qu'il fallait passer par l'administration au mieux. Et ils m'ont dit, non, mais ils m'ont dit comme ça, casse-toi, on n'a pas de place. Et je suis partie. Et bon, voilà, et j'ai fait mon chemin autrement. Et ça t'a arrêté, quoi. Ouais. Ça m'a arrêté, il n'y a pas de place. Ah ouais. C'est rigolo parce qu'il y a cette. Non, mais c'était carrément ça. C'est les vieilles histoires. Il y a ça dans l'œuvre de Zola, le livre L'œuvre de Zola. Il y a une scène comme ça où il y a un artiste qui veut rentrer dans un atelier, on l'envoie balader aussi violemment. Ouais. Donc c'est quand même une vieille histoire. Mais c'est un historique sur les Beaux-Arts parce que nous, on s'est fait jeter aussi en arrivant. Tout le monde nous est barré, quoi. Oui, surtout moi. Mais... Mais ok. Alors je t'ai demandé, donc toi, mais par contre, ça t'a pas blessé ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait les Beaux-Arts de Paris ou qui n'ont pas fait d'école d'art et puis d'un coup ils se sentent moins légitimes et tout ça. Toi, comment t'as pris? Bon, toi, t'as fait l'ENS. Alors, du coup, j'étais un petit peu en dehors du milieu, donc la légitimité, peut-être ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais pas de modèle, j'avais pas d'exemple de camarade, la frustration, elle a été directe et voilà. Et finalement, j'étais pris par ce que j'avais à faire et j'avais pas trop de... Parce que, petit conseil pour les gens qui travaillent dans le monde de l'art et qui voudraient être artistes, tout ça, vous mentez, vous dites que vous avez fait les Beaux-Arts, personne ne va vérifier, donc c'est pas grave du tout. C'est vrai. Félicitations du jury, allez-y dans vos CV, c'est pas grave, personne ne va vérifier, jamais. C'est vrai, personne ne vérifie jamais. Jamais. Ça peut vous faire... Par exemple, Justine, à un moment donné, les gens pensaient qu'elle était belge, t'en souviens? Ça t'a beaucoup aidé. Ça l'a beaucoup aidé, parce que comme elle n'était pas française, les gens disaient, ah non, Justine, elle est belge, on la prend. Heureusement, elle n'est pas française, elle est belge. Oui, c'est sûr. Et elle laissait traîner l'idée comme ça, mais ça marchait très bien. J'avais quand même vécu en Belgique un peu, mais même pas 3 mois. Quelques détails précis. Voilà, la Belge. C'est une très bonne transition en tout cas, puisque tu n'avais pas de modèle, et je pense que tu n'avais pas non plus de modèle en tant que femme, artiste femme. Oui, c'était dans les années 90. Et donc, deuxième image, s'il vous plaît. Là, j'ai pris un peintre homme, un modèle, en Sam Kiefer, bien qui est viriliste. Dans son grand atelier. Voilà. Je pense qu'il y a des gros problèmes de zizi, celui-là, faut pas le dire, mais voilà. Et la tête de Justine. Quand même, il y a un problème de mégalomanie, là. Il y a un truc... tu vois, c'est... Il est tout petit. Là. Pour la petite histoire, je sais que ces trucs-là, les bunkers, là, sont construits en polystyrène par les gens de l'Opéra de Paris, parce qu'il a fait un opéra à une époque, et il a fait travailler des gens géniaux de l'Opéra de Paris à faire des bunkers comme ça pendant 6 mois. Ils étaient complètement déprimés à faire des décombres pendant 6 mois, des faux décombres pendant 6 mois. Enfin, c'est quand même super déprimant. Hein. Donc Françoise, toi, dans ton échec, c'était le fait que tu t'es retrouvée dans une espèce de confrontation à la peinture où à l'époque c'était pas du tout à la mode, ou alors il fallait être un petit peu... Oui, à l'époque, la peinture était... D'abord, il n'y avait pas de modèle vraiment de peintre femme. Il y avait des artistes femmes, mais assez peu. Il y avait Annette Messager, Orlan, Sophie Calle, voilà, des générations au-dessus. Moi, je me sentais un peu... j'étais un peu seule, quoi, un peu isolée, on va dire. Et puis quand j'entendais parler de peinture, où je voyais la peinture, c'était toujours une peinture très... très autoritaire, très masculine, très débordante, comme ça. Je ne m'y retrouvais pas du tout. Voilà, c'est tout. Et donc, Mais ça a quand même eu un impact direct sur ton travail, c'est que tu t'es retrouvé à pas forcément faire de la peinture, mais plus des grandes aquarelles, ou trouver ta place comme ça. Oui, je me suis placée dans le dessin, qui est très coloré, qui est un dessin qui à l'époque n'était pas forcément aussi à la mode, et que tu l'as aidé à progresser dans le... Je ne sais pas si vous connaissez un salon qui s'appelle Drawing Now, par exemple, il s'est quasiment développé avec toi, quoi. Il y a eu ce truc-là de partenariat. Non, mais c'est vrai que le dessin, c'est un petit peu à la marge. Maintenant, le dessin est très repéré, très connu, très collectionné, mais avant, c'était... on parlait d'esquisse, D'abord, le dessin toujours coûte moins cher aussi, parce qu'il y a le rapport à l'argent, évidemment, qui est assez important. Et, oui, donc la peinture, je n'ai pas peint pendant 10 ans, du tout. J'ai peint au début, et puis après j'ai arrêté 10 ans, et puis après j'ai... C'est un regret ou pas? Pardon? C'est un regret ou pas? Ah bah non, j'ai pas de regret, non. Ouais, non, j'ai aucun regret, moi. Ok.
Et on va passer alors ça, pour aller très très vite, tu as une dernière lose, on va dire, ou un dernier échec, ou une dernière catastrophe, ou voilà, c'est que tu as fait des expos où tu n'as pas vendu, c'est ça? Enfin, ça peut m'arriver, oui, ça peut arriver. C'est-à-dire ça arrive qu'on passe. J'avais eu une expo. La première fois où on avait redécidé avec ma galerie Sémios, qui m'accompagne depuis 10 ans, de remontrer de la peinture, ça n'a pas été une. Voilà, la peinture, pour moi, c'était. On me voyait sur un nouveau médium et puis. Ah oui, c'est-à-dire que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que vous avez sorti une expo et ça, donc tu as mis tout ton cœur et tout ça, puis d'un coup ça marche pas. Bah non, ça marche pas du tout. Mais alors en plus, je dis d'une manière générale, quand un artiste, quand vous faites, enfin il y a une exposition en galerie, c'est tous les 2 ans et demi, 3 ans. Ça veut dire que si ça marche pas pendant 3 ans, ben on attend encore 3 ans avant de pouvoir avoir souvent sa prochaine expo. Bon, maintenant c'est différent pour moi parce que, mais c'est vrai que ça fait des grands tunnels quand même. Ça veut dire que c'est pendant. Même si on n'est pas dépendant d'une industrie comme vous, le cinéma, où je sens que c'est beaucoup plus difficile que nous d'être en création quand tu n'as pas derrière toutes les équipes. Moi, je peux travailler dans mon atelier tout seul, mais je peux travailler 6 ans tout seul aussi. C'est compliqué aussi. Ouais. C'est à faut tenir. Mais par contre, les temporalités, c'est pas si loin, parce que 3 ans, c'est à peu près un film, quoi. Ouais. Oui, c'est une moyenne plutôt bonne. Il y a des gens qui, c'est plutôt tous les 5 ans. Mais cela dit, nous, on est très... Contrairement à ce que tu dis, voilà, ce qui est violent aussi, c'est la solitude aussi quand tu vends pas, quoi. Ah bah oui, et puis quand tu portes, toi, le projet du début à la fin. Ouais. C'est ça qui est dur. Voilà. En réalité, c'est ça. Tout est sur tes épaules. Et toi, t'as pas de... Bah oui, le chef-op peut être payé que quand tu as le boulot. Ouais. Mais toi, tu dois travailler en amont et tu dois porter le film jusqu'au bout et tu dois le faire vivre. Donc ça, je sais que c'est quelque chose d'extrêmement dur et peut-être même plus dur que nous, parce que pour créer et pour avancer dans le travail, il faut que tu mettes en place plein d'éléments. Ouais, nous, on peut travailler le lendemain, quoi. Nous, on peut travailler seul après, très vite. Non, parce que depuis le début que j'écoute Françoise, je trouve qu'il y a plusieurs fois, tu essaies de lui dire, mais là, du coup, ça n'a pas marché, les Beaux-Arts ou quoi. Et à chaque fois, je vois à chaque fois Françoise qui en fait ne s'est jamais arrêtée. Enfin, j'ai l'impression que rien ne te... Ah oui, non, mais rien, ouais. Ouais, non, mais c'est vachement intéressant parce qu'en fait, je sens une force quand même, une puissance, je veux dire, hors succès. Parce que maintenant, effectivement, il y a un immense succès, mais je veux dire, je sens que... Ah oui, de toute façon, la question, elle était... Quelque part, je me la posais ça, c'est très intéressant, je trouve. Je me la posais même pas parce que moi, je venais d'un milieu où il n'y avait pas de peinture, où j'avais pas de modèle, j'avais pas de comparaison, donc je savais que je voulais dessiner depuis enfant, et du coup, ça n'a jamais... j'ai jamais eu de doute de ça, et j'ai pu le faire, et le faire à ma mesure, c'est-à-dire avoir un atelier dans une pièce, dans une chambre de la maison, de l'appartement. Voilà, je me rappelle, à Sergent Beauchat, je me rappelle à Nation, on avait une toute petite pièce, et je peignais là dans cette petite pièce. Pour moi, c'était déjà génial. Après, on a eu un appartement tout petit avec Lucie, notre fille. Bon, bah voilà, j'ai eu un appartement plus grand et tout ça, mais je mettais les trucs sous les cartons à dessin sous le lit, tout ça. Mais ça m'a toujours accompagnée. Après, j'ai toujours eu des lieux de vie qui étaient liés à l'atelier, à la possibilité de travailler. Mais c'était vraiment lié à ma vie, quoi. Il n'y avait pas... mais oui, c'était... Et là, quand Justine parlait de succès, je pense pas que si tu avais des échecs, entre guillemets, ou si ça marchait moins, tu arrêterais de travailler et tu serais non, ça se sent qu'effectivement, il y a quelque chose qui est profondément... une volonté... C'est au-deldes même de la volonté, je pense. C'est un truc assez beau incarné totalement dans le... Bah ça, c'est la chance de l'atelier, c'est la chance d'avoir d'être des artistes d'atelier, entre guillemets, plasticiens d'atelier. C'est-à-dire que tu n'attends pas d'avoir de l'argent pour faire une grosse sculpture. Tu fais une petite sculpture, tu en fais 2, tu en fais 10, et puis après... Oui, mais moi, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que quelque part, c'est pareil pour les films. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai commencé à faire des films fauchés. Oui. Il y a de l'argent. Je suis contente de faire un film avec un argent. Si demain, on me dit, j'ai fait 3 fours... j'ai beaucoup moins, je ferai continuer. Beaucoup moins. Enfin, je veux dire, en fait, je trouve ça, la contrainte est quelque chose que je trouve. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on le voit. Moi, je le vois même pas comme une contrainte. Là, toi, par exemple, t'as reproché. Moi, j'ai trouvé ça assez injuste. Il y avait beaucoup de critiques qui reprochaient à la bataille de Solferino d'être sale, abîmée, d'être un peu crado et tout ça. Bon, beaucoup dit ça. Alors que je trouvais ça vraiment ignoble de leur part, parce que, enfin, je vais tout adoucir. Je trouve ça un peu bête de leur part, parce que en fait, j'étais obligé d'adapter l'esthétique de ton film à ton budget, quoi, qui était un budget minimum, voilà. Et ça, c'est un truc que les gens ils se mettent souvent du point de vue du résultat et jamais forcément de la fabrique, quoi. Ce qu'on a fait, le contraire de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais voilà, il y a ce truc-là. Tant mieux, parce que le spectateur, il est libre et puis il vient, il regarde, il s'en va dans sa vie. Enfin, il n'est pas en train d'observer tout le budget, mais c'est vrai que souvent on se rend pas compte que ça change tout, en fait, quand tu travailles avec
5 personnes, 10, 50, 100. Enfin, évidemment que ça change tout. Et c'est pas forcément positif non plus d'avoir 50 personnes. Comment ? Parce que c'est pas non plus positif d'avoir 50 personnes, non, ça peut parce être beaucoup plus dur. Moi, ça m'est arrivé évidemment de faire des films un peu plus chers. Et quand tu fais des films plus chers et que tu dois réunir, par exemple, diriger des figurants, 100 figurants, c'est très difficile de les faire bien jouer. Alors que finalement, de t'insérer dans une situation qui est déjà existante, une fête... Un chien, un enfant, c'est mieux, quoi. Comment ? Un chien, un enfant, c'est mieux. Ouais, bon, après, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, la contrainte, je la trouve géniale. Et puis, je veux dire, si je la trouvais pas géniale, je ferais pas ce métier, parce que c'est un métier où, effectivement, ou à moins d'être vraiment né dedans et d'avoir toutes les cartouches, mais c'est vrai que c'est comme tu disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné... c'est un trajet, mais je trouve ça intéressant d'en parler aussi de ça parce qu'en fait c'est un truc qui, parce qu'on s'en fout de l'idée de la loose ou pas. Enfin, c'est super la loose, mais c'est pas que ça. C'est pas le mot. Et moi, c'est essayer encore rater mieux. Voilà, l'histoire, c'est de pas dire que vous arrivez comme ça et que ça a toujours été facile. C'est pas l'histoire de la loose, c'est l'histoire de la visibilité pour nous les peintres plutôt. Ouais, y a à ça. Quel moment ? Mais si, à quel moment tu vois ton travail et puis le fait qu'il soit vu, qu'il soit exposé, te donne une distance par rapport à l'atelier. Pour nous, c'est nécessaire. Il y a ça aussi pour les réalisateurs, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui font des super films qui sont pas vus, donc ça c'est pas. Oui, mais c'est vrai que la peinture, il y a eu. Bon, en plus là, toi, t'en as un petit peu parlé, mais c'est vrai que la peinture, il y a eu un moment vraiment de difficulté quand même, d'attrait pour la peinture. On peut parler de moments de loose. Non, mais même moi, quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, je veux dire, on est rentré en quelle année ? En 2002 En 98. 98, merde. Désolé, hein, mais. Oui, c'est la sortie en fait. Après. mais c'est vrai qu'il y avait un dégoût, c'était dégueulasse quoi, la peinture. Tout le monde disait, c'était fou ce qu'on disait sur la peinture. Et alors, je vous ai promis, on a un deuxième invité surprise. Elle l'a un peu divulgaché, mais je vous demande d'accueillir Laurent Sénéchal, le monteur de Justine Triet. Wow. Merci. Il a eu un César, il a eu un César pour Anatomie d'une chute. Incroyable. Là, c'est tous les films avec les... Donc, t'as fait d'autres films. Vous avez fait d'autres films ensemble que ces trois-là ? Pas la loose, là, attention. On a fait. Moi, je croyais que vous avez fait que ça ensemble. 3 films, 4 films. Ouais, avec des ombres dans la maison. Avec des ombres dans la maison, le film de Brésil. Je sais pas, tu vois. Moi, j'ai vu les trois que voilà. Le documentaire Loose. Donc, vous connaissez bien quand même, hein, Laurent. Tu connais bien Justine, on peut le dire. Oui. Ouais. Oui. Et vous avez un rapport particulier, on peut le dire aussi, puisque. À peu près régulièrement, vous vous retrouvez dans une espèce de télé-réalité qui dure à peu près 9 mois, comme ça. Vous êtes sur une île déserte, tous les deux, autour d'un écran, c'est ça, quoi ? Ouais. C'est ça. Et alors, on va voir la prochaine image, voilà. Et donc là, par exemple, c'est un scoop, c'est Anatomie d'une chute. Mais du point de vue de Laurent, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une timeline, donc la ligne de temps du film. C'est sur Avid, voilà. C'est sur Avid, c'est un logiciel de montage. Bon, il y a plein de gens qui connaissent ça maintenant. Il y a des équivalents. Et puis en haut, il y a les images, en bas, il y a les sons, les petits carrés violets, c'est les fondus. Voilà. Et en fait, j'ai fait ça avec mon iPhone, vous savez, la fonction panoramique, là. Et comme je ne suis pas très doué, j'ai fait des blagues. Normalement, c'est droit. Hein. Heureusement que vous n'êtes pas cadreur. Mais en tout cas, on voit bien que... Heureusement qu'il n'est pas cadreur. Ah oui. Mais en tout cas, on peut bien voir c'est un an, c'est 9 mois de travail quasiment. Ouais, c'est ça, voilà. Et on peut bien voir qu'il y a sa bidouille sec, quoi. Voilà, là, ça bidouille beaucoup, ouais. Ça bidouille beaucoup. Justement, moi, en fait, en étant un peu spectateur de vos échanges, ce qui m'a frappé, c'est certaines similarités, malgré tout, quand même, notamment dans l'amour des accidents et tout ça. Enfin, je trouve que le mot bidouille, il est assez adapté à... En tout cas, c'est très artisanal, notre travail pendant des mois avec Justine. Peut-être tu peux raconter comment vous faites... On va raconter comment on fait un montage selon Justine Triet, parce que ça dépend du réalisateur. Donc là, voilà, c'est leur vie, voilà, de leur vie de... Donc ça, Justine, vraiment merci. Donc, il y a... Mais surtout merci, je ne suis pas tout le temps comme ça. Hein. Merci, là, mais merci d'avoir accepté le... Mais c'est vrai qu'on on a des grosses journées. Non mais c'est horrible. Parce que la particularité, Justine, c'est que tu passes tout ton temps dans la salle. C'est-à-dire que tu laisses pas Laurent tout seul. Il y a beaucoup de réalisateurs qui laissent faire des montages, ce qu'on appelle un ours, un montage. Voilà. On est tout le temps ensemble pendant. Et moi, il faut savoir que dans le métier, normalement, les gens montent leur film entre 3 et 4 mois, on va dire. 3-5 mois, et que moi, on a le double quasiment avec Laurent. Je demande le double, c'est-à-dire que c'est un temps et un luxe. Enfin. Un luxe et en même temps, moi je trouve nécessaire en fait parce que voilà. Mais c'est parce qu'il connaît pas trop Avid, donc c'est pas facile avec les boutons et tout. Non mais là, on dirait une image hyper parlante socialement. Genre il y a la bosse allongée, il y a le travail. C'est horrible. Je ne valide pas du tout cette. Tu l'as validé pourtant. Je t'ai demandé. Parce qu'il n'y en avait pas d'autres, mais en fait. C'est vrai qu'en géant comme ça, bon. Non mais je vais dire la vérité là-dessus. En fait, Justine travaille tellement et tellement intensément qu'elle remplace les pauses déjeuner par des siestes. Donc on mange très rapidement et ensuite elle éteint la machine,
cette machine-là. Et ensuite, elle la rallume pour l'après-midi. Et moi, en général, je me balade un petit peu. Et donc là, on parle un petit peu de méthode de montage. Vous commencez, vous avez toutes les rushs du film. Donc là, c'est un séquencier, ça s'appelle. Alors, c'est le séquencier de Sibylle. Hein, oui. Voilà. Vous avez toutes les rushs du film et vous regardez tout, c'est ça ? Oui, alors avec Justine, ce qui se passe, c'est que il y a pas mal de réalisateurs qui aiment bien ou qui supportent l'idée que pendant qu'ils tournent, le monteur avance, on fait une première version qui est celle du monteur, qui a une espèce d'état des lieux qu'on appelle un ours parce qu'il est mal léché, justement, il est hirsute. Et Justine, elle a pas. C'est une étape qu'elle peut pas trop voir parce que justement il y a un truc de création chaque jour qui est nécessaire dans sa façon de fonctionner et du coup elle a besoin non pas de faire des premiers jets qu'elle va ensuite améliorer petit à petit avec le recul et la pensée. Elle va plutôt c'est bizarre, je parle de toi à troisième personne, mais en gros ensemble ce qu'on fabrique, c'est on veut tout de suite croire à ce qu'on regarde. Et donc il y a un énorme travail vraiment colossal de sélection de rush. C'est vraiment une particularité chez Justine. Tous les réalisateurs sélectionnent leur rush, mais la première porte pour toi, c'est vraiment le jeu d'acteur et presque au-delà même du découpage, tout ce qui est plan large, gros plan, tout ça. Justine, elle a vraiment une connexion très très particulière au jeu. C'est proche de la folie douce. Non, vraiment, elle a une acuité qui est très très poussée. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde tout et on fait des tableaux. On fait des tableaux avec des petits cahiers. On a tous des cahiers, des pages. On fait des croix. Sur le même plan, il y a plusieurs plans comme ça. Et des fois, il y a des trucs complètement flippants. Il y a quelqu'un qui rentre et qui dit bonjour. Et il y a 15 prises et on va noter les bonjours, quoi. Non, mais c'est vrai que chaque dialogue, il y a une ligne. Il y a 3 croix, 2 croix, une croix. Ouais, des plus, quoi. Pour les gens qui en gros, c'est des likes, quoi. On met les choses qu'on aime et ça se fabrique une cartographie dans chaque scène, parce qu'en fait, elle casse tous les plans. Hein. T'en as parlé, mais le scénario, Justine, elle le défonce, elle le met par terre, ça l'intéresse plus, quoi, une fois qu'on est en montage. Et donc, du coup, c'est marrant, ça, c'est une erreur, c'est un autre film. Oui, c'est ça, j'étais en train de voir qu'il y avait Vincent McCain. Il y a Vincent McCain dedans, mais je me suis planté. Pas grave. Ça ressemble à image suivante. Donc ça, c'est les séquenciers, mais en mode ordinateur. Voilà. Il écrit Viagra, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Ça, c'est des belles écritures. Ça, j'aime bien parce qu'on a l'impression d'être vraiment. Ça, c'est des notes de projo. Ouais, c'est bien, ça. Voilà, ça, c'est vraiment les coulisses d'un monteur. Voilà. Donc ça écrit aussi quand même pas mal. Hein. Ouais. Et en gros, ça, on viendra après. Ça, c'est Sandra qui fait un petit coucou. On vient en note parce qu'après, voilà. Ouais. En gros, une fois qu'on a sélectionné, ce qui prend beaucoup de temps, les endroits qui nous plaisent dans toutes les prises différentes, dans tous les plans d'une séquence, ça nous fabrique presque comme des petites briques avec lesquelles on va finir par jouer au Lego et faire des tests d'agencement de scène. Donc il y a plein de tests, et tout est investi vraiment intensément. Donc en fait, pour avoir une séquence avec Justine, ça prend, c'est un travail assez artisanal. On taille dans la matière, quoi. On enlève ce qui est pas bon et on teste beaucoup. Et après, vous avez un moment horrible qui est le moment où vous avez toutes vos séquences super belles dont vous êtes très content et vous les alignez et là, ça ne marche pas. C'est ça un peu. Ça marche pas toujours. C'est qu'on est obligé de. C'est comme quand on met en musique. Enfin, les scènes se colonisent, s'influencent et du coup, on comprend. Le film se met à nous parler en fait. Donc on n'est plus que 2, on devient 3. Et le film nous dicte un peu plus où est-ce qu'il veut aller. Et là, c'est un travail de redessiner les choses, toujours avec ces sélections de rush. Et là, Justine, tu as sacrifié des séquences entières dans Anatomie d'une chute, des trucs que tu adorais, que tu as ajoutés. Bien sûr, c'est horrible. C'est horrible. Le montage, c'est horrible parce qu'en fait, tu dois lâcher des trucs déments, en fait. Donc, mais c'est pareil, je pense, en peinture. En fait, c'est qu'il y a des endroits où tu peux pas tout garder. En fait, c'est qu'il y a les images, tes images, ton fantasme du film que tu dois mettre de côté. Jusqu'au moment du montage, tu peux pipoter les gens. Ouais, j'ai fait un chef-d'œuvre. Tout le monde te dit ça. Tous les réalisateurs du monde, ils rentrent en montage, ils disent c'était une expérience extraordinaire, le tournage, les acteurs étaient fous, l'ambiance était dingue, on a fait. Bon, tout le monde peut te dire des conneries en fait. Mais le moment où tu arrives. Après, souvent, les Américains, ils disent toujours ça. Après. Ouais, ils te disent ça. Il y a aussi après. Quand tu arrives en montage, c'est une expérience d'humilité. C'est vraiment la réalité. Un effet de réel, quoi. Et en plus, Laurent, si tu lui racontes des conneries, tu dis oui, mais tu sais, cette scène, elle était dingue parce qu'il s'est passé ça. Il dit je m'en fous. Moi, c'est ton histoire, mais maintenant, moi, c'est la réalité, c'est ce que j'ai là. Donc voilà, mais ce que dit pas Laurent, moi, c'est vrai que ça me touche de le voir là parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est tellement important dans la fabrication et qui est tellement invisibilisé. Pour moi. Ça va pas là. Non, mais vraiment, c'est important parce qu'en fait, c'est vrai que c'est. Je dirais pas ça de tant de gens que ça dans mes équipes, mais Laurent.
Non, mais parce que. Non, Autant mais le son. non, le son. Julien le Sicard, son, bon, voilà. Non, arrête. J'adore. Non. J'aime beaucoup Julien Sicard. Hein, non, parce que c'est très important. Tu vois, je trouve que cette soirée, on parle beaucoup, en fait, sans dire le mot, en fait, d'obstination, de rater. Oui, tout ce que tu disais, c'est sûr qu'un monteur, de venir chercher. C'est une abnégation d'être monteur. Ouais. Mais monteur, c'est réécrire les choses. Franchement, voilà. Et quand les producteurs viennent ou les gens viennent et disent, tu vois, c'est pas trouvé, c'est raté votre montage. Et si c'est bien, ils disent, les acteurs sont formidables. Alors, tu vois, genre... ça, je voulais venir à la photo de Sandra, là, la dernière photo, parce que c'est une des choses que je trouve particulier. Alors, c'est que tu fais bien jouer les acteurs, en fait. Alors, moi, je t'ai vu monter. Ouais. Et des fois, la scène, elle est bien. Puis, en fait, l'acteur, il devient génial. Et on sait, mais pourquoi il a fait ça? Et comment tu arrives à faire bien jouer les acteurs? Parce que... Oula. Non, mais donne un peu les trucs, quoi. Parce que en vrai, alors, en montage, on travaille avec les acteurs on les améliore quand c'est possible. On parle de Sandra. Sandra, tu disais que c'était du caviar à longueur de temps. Ouais, Sandra, il n'y avait pas beaucoup besoin de l'améliorer. Hein. Et en vrai, la personne qui fait bien jouer les acteurs, c'est Justine. Hein. Oui. Mais après, il y a des fois où... Mais des fois, on a des acteurs qui sont plus difficiles que d'autres. Ça devient un cauchemar, notamment pour Justine. Et il faut qu'on sorte de là, quoi, de ce casse-tête. Et en montage, on a... des fois, on passe off, on accélère. Aujourd'hui, on utilise tous les outils possibles, on accélère des fois. Il fait des doubles passes aussi, des fois le son, ouais. Des fois, il fait un morceau de l'image qui est d'une scène, l'autre morceau qui est d'une autre scène. Ouais, on triche, en fait. Il y a des coupes qui ne se voient pas, en fait, pour recréer de la fluidité. Par exemple, dans le plan que vous avez vu de Milo tout à l'heure, avec la caméra qui tourne comme ça, il y a une coupe cachée, en fait, qu'on a travaillé un peu en VFX. Parce qu'en fait, il y a eu un raté dans un des mouvements et ils ont repris au début, ils ont repris à la fin. Okay. Et en fait, VFX, c'est les effets spéciaux, quoi. C'est des trucs qu'on fait nous en maquette et qui sont mieux faits ensuite par des gens dont c'est le métier. Vous avez vu comme il connaît bien le plan parce qu'il l'a bien imité. C'est marrant d'ailleurs ce plan parce que en fait, à chaque position correspond au contre-champ. Au cinéma, on utilise beaucoup les chants contre-champ quand deux personnes parlent, par exemple au restaurant, ou là, dans un tribunal. Ouais. Et en fait, c'est les deux positions qui sont idéales pour avoir le contre-champ de chacun des avocats, celui qui est à charge et celui qui est à la défense. Et c'est marrant, à chaque fois, il y a une zone un peu excitante qui est celle où on pourrait raccorder sur celui qui parle. Et en fait, on reste off, et c'est comme ça que le plan se charge. Puis le truc qui est bizarre dans le film, c'est que toi, tu fais pas beaucoup de mise en scène de ce type-là. Et là, c'est vrai que moi, quand j'ai vu le film la première fois, ça m'a le plan, il ressort beaucoup dans l'économie du... Oui, parce que moi, je fétichise pas du tout les... Comment dire, j'adorerais faire des plans séquences constamment géniaux, mais c'est très difficile. Et Laurent et moi, on a un endroit où on s'entend bien, je trouve, c'est qu'il y a des monteurs qui vont fétichiser ça, et qui vont vouloir montrer le montage, ou montrer le beau plan, ou montrer l'artiste. Nous, en fait, on a ce truc de se dire, on préfère des fois planquer un tout petit peu l'endroit de l'esthète, vraiment du dessin, quoi, pour vraiment, parce que moi, le jeu, c'est horrible à dire ce que je veux dire, mais franchement, je peux faire le plan le plus beau du monde si le mec, je sens un tout petit peu le jeu, je pourrais pas le supporter moi-même, faire ce film. Donc du coup, il y a toujours des ordres de priorité. Mais Laurent, ce qui est très fort, je trouve, c'est la manière aussi où il ne dit jamais que c'est pas possible. Il y a plein de gens avec lesquels tu travailles dans la vie qui te disent cette scène elle est ratée ou ce truc il est raté. Et je le dis parce que c'est vraiment un truc très très fort, je trouve, dans notre manière de travailler. C'est que ça peut prendre des proportions extrêmement folles. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à travailler. Ça nous est arrivé, on ne dira pas sur quelle scène, mais il y a des scènes qui sont quasiment ratées parce qu'un acteur est arrivé crevé, bourré, ce que tu veux, enfin pas bien, quoi. Et des fois, ça arrive. Et bien, évidemment, tu vas pas le dire en promo. L'acteur était naze, donc on a viré la scène. Mais donc Laurent, il se retrouve pendant 15 jours à sauver Willy, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais genre, à se dire on va, et c'est vraiment, franchement, c'est un truc de... Et après, c'est autre chose, c'est que c'est très très intense entre vous, c'est-à-dire que c'est des moments de concentration et d'intensité, c'est-à-dire que toi, tu es obligé de vivre chaque émotion, chaque truc très très fort, et donc ça peut être très très intense dans la salle. Hein. Oui, parce qu'on n'est pas seul. Ça peut hurler, ça peut... On n'est pas seul comme toi quand en peinture, comme on t'a vu dans l'extrait. On est deux, c'est sûr que ça aide beaucoup d'être deux. Ouais. Mais par contre, c'est une relation extrêmement... Enfin, on est hyper complices à la fin. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se parler presque parfois. Ouais. Un mouvement d'épaule, enfin, t'arrêtes pas de dire « Your back is talking to me ». J'arrête pas de dire « Your back is talking me » parce que je le vois de dos, mais son dos parle parce que je sens quand il aime pas une prise, il dit rien, il est comme ça. Quand il aime, il fait genre un truc. Du coup, c'est son dos. Mais non, mais ce qui est très touchant, c'est qu'en fait, moi, je vais demander son avis, mais en même temps, moi, j'ai mon avis. En fait, on est tout le temps dans une espèce de ping-pong constant. Mais c'est surtout qu'il faut savoir que comme en fait je demande à Laurent de venir pendant très longtemps,
c'est un surcoût sur le film, et du coup, souvent, on nous vend des salles pourries. On nous donne des salles nulles, quoi, pas chères. Parce que les salles du montage, c'est pas très rigolo. Hein. Donc souvent, on est dans des toutes petites salles. Ouais. Parce que ce qui compte pour nous, évidemment, c'est d'être le plus de temps en montage. Mais du coup, des fois, c'est dur. On sent bien les canicules, on sent bien les hivers. T'es en train de m'annoncer qu'on va encore avoir une salle pourrie, c'est ça? Alors, j'espère qu'après Anatomie, j'essaye de vendre une meilleure salle, de dire, les gars, vous pourriez nous donner une meilleure salle. Non, mais je blague. Bon, et alors, par contre, la question qui me reste, c'est pourquoi les comédiens, quand ils vont sur scène et qu'ils ont eu un prix et tout ça, ils remercient jamais le monteur? Parce que ça, c'est vraiment... c'est un vrai sujet. Je me souviens, et je n'ai rien du tout contre elle, et je raconte ça, c'est que moi, j'ai beaucoup suivi le montage de Victoria, et j'étais étonné après à Cannes qu'il y avait Virginie Efira et toi dans la même salle, et vous parliez jamais, vous n'aviez pas de rapport, et toi, tu avais un rapport à son image et pas à elle. Et je trouvais ça incroyable comme rapport. Tu venais de passer 6 mois sur sa vie, sur son corps, sur sa peau. C'est aussi très beau, ça. C'est une sorte de damnation assez belle, quoi, de ce métier. C'est qu'on travaille dans l'ombre. Et souvent, les comédiens ignorent à quel point on travaille avec eux, parce que la moindre respiration de Sandra Hüller, je la connais, je sais comment elle marche, je connais ses béquilles d'actrice, elle en a pas beaucoup, elle est très très forte, mais on crée une intimité corporelle avec les. Quand on monte de l'humanité, on monte pas des idées. Et encore moins avec Justine qui a tendance à mettre les idées de côté pour laisser la place à la vie, quoi, dans ses films. Et les idées reviennent dans un second temps, mais. C'est vrai, la peau, le maquillage, tu vois, même nous en tournage, souvent, on se rend pas compte, le maquillage, on le met un petit peu de côté, parce que moi, ça m'intéresse pas. Toi, la peau, c'est très important. Mais la peau, quand on arrive en montage, waouh, on est la merde, ou alors, c'est génial. Et des rougeurs, des choses comme ça, t'aimes beaucoup. Parce qu'en fait, tout à coup, et ça, les gens le verront beaucoup moins, parce qu'ils verront une fois le film. Nous, on a vu 500 fois le film, donc si tu veux, on voit vraiment les différences. Si tu veux, si une actrice boit, ne boit pas, etc. Tout ça, on le voit très, très, très fort, en fait. Bon, bref. Et Laurent, c'est vrai qu'il rentre, juste pour finir par rapport à ce que tu as dit, il rentre vraiment à l'intérieur de la chimie vraiment des acteurs et du film. Et c'est une expérience, c'est vrai, qui est incomparable. Voilà. Et d'intimité aussi. Et voilà. Alors, je suis désolé, mais on va arrêter Laurent ici. Pardon, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent. Ouais. Merci d'avoir mis en avant notre métier. Un génie, un génie. Et alors, là, j'ai un petit problème de temps. Je ne vais pas vous mentir. Il me reste 10 minutes et j'ai 2 trucs. J'ai soit des questions du public, soit un art quiz génial que j'ai préparé pendant une journée. Parce que Justine m'a demandé de faire un art quiz. Elle a dit que je ne viendrai pas s'il n'y a pas de art quiz. Alors, ce que je vous propose, c'est que peut-être vous pouvez poser des questions. Je plaisante. Quoi ? Non, mais je plaisante, je serais venu quand même. Ah, trop tard, là, j'ai fait le art quiz. Alors, qu'est-ce que c'est que le art quiz ? Vous m'en voulez pas si vous posez pas de questions ? Vous posez des questions plus tard, vous venez voir le public. Qu'est-ce que c'est que le art quiz ? En plus, on va jouer avec, et j'ai oublié de vous dire, il y a des cadeaux. On a des cadeaux, regardez. C'est un art quiz, donc c'est sérieux. On a des cadeaux, regardez, c'est prêt et tout. Alors, il y a des livres, il y a ma monographie, et il y a des livres de Françoise Petrovitch. Il devait y avoir des livres de Justine Triet, elle les avait mis de côté, elle les a oubliés. Voilà. Non, mais c'est horrible, je les ai oubliés dans le métro. Hein. J'ai oublié dans le métro les scénarios. Je suis désolée. Ça, c'est de l'IA, incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est art quiz ? Art quiz, c'est que je vais vous montrer un détail de tableau, et il faut deviner quel est le peintre. Et après, je vais vous montrer une image de film, et il faut deviner quel est le film. Alors, on va commencer. Il y a une règle de jeu très simple. Ça va être très compliqué à faire, à animer, hein, attention. Donc l'idée, c'est que Justine et Françoise, c'est pas l'école, hein, c'est pas grave si on sait pas, personne ne se juge, on n'est pas là pour, c'est pas grave du tout. Ce qui est assez beau, c'est de se rendre compte à quel point on a des images dans la tête. Moi, c'est ça que je trouve poétique dans Art Quiz, c'est qu'on reconnaît des choses sans le savoir, on a plein de trucs dans la tête, quoi. Donc c'est pour raconter le pouvoir des images. Donc là, soit Justine et Françoise, vous avez les réponses, vous la donnez. Si vous l'avez pas, on demande au public. Et donc le public, vous allez lever la main, vous n'allez pas siffler, vous n'allez pas dire les réponses à Françoise et tout ça. Vous levez la main, et celui qui a la bonne réponse, il gagne un cadeau. C'est quand même pas mal. Allez, on est parti. Alors, première image. Ils ont intérêt à ce qu'on soit très mauvais. Bah oui, mais tu vas donner les vous inquiétez pas, on a plein de cadeaux. Alors, on a comme cadeau, on a un catalogue, ma monographie dont je voulais pas faire la pub tout à l'heure, donc là maintenant je fais la pub maintenant. 35 €, incroyable. Et un livre de Françoise Petrovitch, ça c'est le livre de l'expo de... j'arrive de... près de Rouen. Près de Rouen, bon. À la Matmut, voilà. À la Matmut, voilà. Super. On a plein de livres. Attention, première image. Pas facile. Manet. Bah voilà, elle a gagné. Incroyable. Ah, mais j'avais pas compris. Incroyable, messieurs, dames. Bravo. Alors, un film. Attends. Ah, mais c'est carrément qu'un morceau. Ah, c'est juste une image d'un film. C'est voilà. qu'une image. Alors, il est mort récemment. Il aurait pu peut-être travailler à Idem. Ça peut aider. Là, on en a parlé tout à l'heure. David Lynch. C'est David Lynch, ah, mais c'est quel film ? David Lynch. Mulholland Drive.
Ouais, t'as trouvé. Il a trouvé. Ah, trop tard, on en refait un autre. Allez hop. Ça, c'est une peinture. Un détail. C'est facile, c'est un tableau très très connu. C'est pas un Courbet, ça? Non. C'est un tableau qu'on regarde on regarde pas parce qu'il est en haut. C'est en haut. C'est un tableau les plus connus du monde. Il est au Prado. Ah, Velasquez. Mais tout le monde, mais si vous soufflez, on peut pas y arriver. Allez, on refait, on continue. Allez, un film. Pas facile, ça. C'est quoi? J'entends rien. Si vous levez pas la main... Elle a trouvé Lucie, là-bas. Elle a trouvé Lucie? Ouais, je crois. C'était? On a donné, alors. Attends, c'est qui a donné? Non, mais madame, elle a donné aussi. Oui, allez. Attendez, on se chauffe. Trop forte. Non, on se chauffe. Mais c'est hyper mal organisé, il n'y a pas de cadeau, du coup il n'y a aucun cadeau. Minuit, quoi qu'il arrive, voilà. Sans soleil, ça c'est facile. Ah, Caravage. Ça, elle a trouvé. Ouais. On passe. Ah oui. Ça, c'est pas facile. Merde. Attends. Ça, c'est peinture cinéma encore. Ça, c'est un indice. Il y a une exposition en ce moment au LVMH sur lui. Ah, c'est une peinture en fait? Non, c'est un film. Vous connaissez? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait? Ouais, monsieur là-haut? Bigger. Non, presque. Bigger Splash. Bravo, monsieur. Ah, bravo. C'est Romain Charbon, il a gagné. Wouhou! Bravo, Romain, si vous voulez lui passer. Bon, je le connais, il est beaucoup trop cultivé, hein, voilà. Une autre question. Attends, donc ça c'est Bigger Splash, un film sur David Hockney. Super bien. On le voit tout nu en train de prendre la douche, c'est super. Dali. Bravo. Ah non, répondez pas trop vite, sinon elle va gagner après. Vous inquiétez pas. Alors ça, peut-être Justine. Antonioni, le Deserto Rosso. Bravo, ça fait plaisir. C'est dingue hein, quand même, comment on se souvient. Rurbaran. Non, c'est pas Zurbaran. Non, l'autre, là, merde. Celui Il y a une idée, il y a une expo en ce moment. Ah, monsieur? Non, c'est pas Goya, monsieur. Ribera. Comment? Non, c'est parti. Ribera. Madame? C'est Ribera. Non, c'est madame qui a gagné. Elle a gagné un livre à moi, c'est dingue quand même. Bravo. C'est beau, hein? C'est beau ça. Non, c'est beau ça quand même. Oui, c'est magnifique. Non, je vais te chauffer. Oui, c'est magnifique. The Thing. Non. Merde, non, pardon, c'est quoi? Non, c'est un film qui date de 82. Et un conseil pour les grands... Monsieur? Non. Poltergeist, bravo. Oh, trop forte. Trop bien. Un conseil, n'habitez jamais au-dessus d'un cimetière indien. Alors, c'est facile, mais c'est difficile. Ça, c'est une peinture de... Bravo! Qui c'est qui a dit Magritte? Ah ouais, mais là, vous volez les livres, c'est pas sympa. J'hésitais entre Hockney et Magritte. Ouais, moi aussi, j'allais dire Hockney. Putain, c'est un boulot, c'est pas facile à faire. Hein. Alors, là, ça, c'est plus difficile. Merde, attends, je crois que Super. Je sais, attends. Bravo, madame. Madame a gagné. Orphée au Negro. Attends, vous aviez quoi? Vous avez un Petrovitch ou un... Vous avez déjà Petrovitch? Bon, là, vous avez le mien. Vous auriez pu avoir celui de Justine, mais bon, comme Justine, elle n'est pas... Désolé, hein. C'était sur la ligne 4. Ah, c'est épuisant. Hein. Jamais. Alors, ça, c'est facile. Bravo. C'est qui a dit ça? C'est madame? Bah, bravo. C'est Marcel Ress. Pas mal. Ça, c'est pointu, là. Pointu. Comment? Ah, elle veut pas de mon livre, elle veut le Petrovitch. Super. Ça fait vraiment plaisir. C'est génial. C'est bien que ça soit la fin, hein, vraiment. Alors, ça c'est facile. Ah oui, attends. Attention, il reste plus que moi comme cadeau, je vous préviens, donc répondez pas, hein, voilà. Ça sera plus simple. Merde, attends. Là, c'est... Non, mais pensez, c'est facile, ça. Voilà, Nosferatu, voilà, on est là-dedans. Bon, qui c'est qui a dit Nosferatu? Oh, c'est Dracula, en vrai, mais Nosferatu, c'est bien. Allez. Là, elle est belle, l'affiche, ça, c'est Mytho. Oui, elle est belle. Elle est très belle. Ah, ça, c'est vraiment pas facile. Faut pas déconner, il me reste plus beaucoup de livres. Vermeer, non? Je sais pas. Non. Ah, qui c'est qui a dit Gregor Fischler? Ah, bravo, monsieur. Génie, bravo. Oui, hyper fort. Bon, par contre, il faudra que je pense à avoir un assistant pour faire ce jeu, parce que je peux vraiment pas faire les deux en même temps. Si vous pouvez faire remonter le livre, merci. Non, mais c'était là-haut, non? Voilà, et ça, c'est un film que j'adore. Alors, c'est Justine, c'est quoi ça? Merde, attends. Oh là là, ils sont trop forts. J'ai même pas eu le temps. Quoi? Non, mais arrêtez un petit peu, parce que c'est qui a dit All That Jazz? Ok, très beau film. Jazz, okay. Il est en train de mourir et c'est la chanson de la fin de sa vie. Bien sûr, que j'adore. Film génial. J'aurais pas reconnu, j'avoue. C'est drôle. Alors. Morandi. Il y a trop de monde là, j'ai plus qu'un livre. Hein, donc, ça c'est pour monter, c'est monsieur là-haut. C'est Morandi. Madame là-haut en bleu. Ouais. C'était bien Morandi. Alors, ça c'est pas facile. Moi j'aime beaucoup ce film. Mais qu'est-ce que c'est? Ron Howard. C'est le film. Comment? Ron Howard. C'est. Non mais j'ai peur de me tromper. Attends, c'est. Willow, bravo madame.
Vous avez encore le livre moi, ou j'étais pas? pas Vous avez déjà là-dessus. le livre? Ah bah vous avez le livre, voilà. Bon, il n'y a plus de cadeaux, hein, désolé. Bon, vous avez compris le système, en tout cas, maintenant vous avez peut-être envie de jouer. Il en reste 7000. Donc voilà. Ah, voilà, ça c'est Willow, très bon film. Ah, Rosa Bonheur. Bravo. Alors il est 21h, on va prendre 5 minutes de plus. Très beau. Vous pouvez retrouver une émission sur Rosa Bonheur dans la chaîne des apparences avec Leila Gerboué, qui est super. Ouais. Voilà. Justine. Voilà, humiliez-les un petit peu là. Non, De la croix. De la croix. Trop tard, ils ont plus vite. Je les crois. Ah, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est pas facile celui-là. Si, je sais. Merde. Bravo. Ça faut vraiment. Bravo. Là, je suis hyper énervée. Très beau film. C'est très très dur celui-là, très dur. Il est tordu. Peintre anglais qui vit en... Bravo, Whistler. Wouhou. Ah oui. La mère de Whistler. Il n'y a que des génies ici, hein, c'est incroyable. Ouais, finalement, Ça, trop de génie. Hein. Non, c'est pas Roger Rabbit. Dogville, bravo, j'ai entendu. Ah, Dogville. Non, mais en fait, c'est que des films C'est que t'adores, génial. en fait. J'ai compris, C'est t'as fait une... Van Gogh. C'est facile. Ouais, c'est marrant quand même de se dire qu'on reconnaît Van Gogh alors qu'il n'y a rien, quoi. C'est quand même, Tout de suite. Ouais. Ah, vraiment difficile. Bah, c'est tout noir. Un chat, c'est un chat. Comment? Alien, bravo, j'ai entendu Alien. Ah, très bien. Warhol. Bravo. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi les gens ils aiment ce film alors que j'aime pas. C'est un western, donc faut trouver le bon, quoi. Celui où il a la chemise carrée comme ça, tu vois pas? Bravo. Ah, je suis désolé, j'ai plus de cadeaux. En plus, vous avez déjà acheté le catalogue, c'est pas grave. Ah merde, ça tu connais, Françoise. Alors des fois, il y a 2 fois le même. Hein. Manet. Bah voilà, c'est Manet. C'est pour ça que je me suis dit, il a pas vu 2 fois le même. Du coup, voilà, c'était avec la gare au fond. Et on peut se demander quand même de la part de Manet pourquoi il met des raisins sur par terre comme ça. Là, c'est un peu dégueulasse. Ouais, c'est bizarre. On va pas les manger, quoi. C'est le casse-croûte. Alors impossible. Là. Celui qui trouve vraiment, il mériterait des cadeaux. Là, c'est quoi? Non, c'est pas l'Empire contre-attaque. Showgirl, non. C'est quoi? J'ai pas entendu. Vous avez dit quoi? C'est Carpenter, ouais, c'est Carpenter. Ah bah, faut tous les faire alors. Wow, bravo monsieur. Ouais. C'est quoi? C'est le forum des images ici ou quoi? Rembrandt. Ah, Ouais, super. là, Tu me dis quand on arrête, hein, Le bœuf je me fais écorché. engueuler après. Tu me dis, hein, Juliette, quand tu dis à tout le monde qu'il faut arrêter, tu me dis. Ah, c'est mon temps dans le cercle rouge. Très Bravo, bon. il a été soufflé. Allez, deux derniers. Ça c'est très connu, mais pas connu. C'est un détail pas connu. Très connu. À Florence. Bravo. Dans le coin à gauche. Ah, c'était très intéressant ça comme détail. Ouais, Parce ouais. que tu vois, je l'avais pas vu et c'est représenter l'eau et tout ça. Oui, Carpenter, la glace. Oui. Pardon, Non, c'est pas The Thing, c'est l'autre, c'est... Bah, Assaut, bravo. merci. C'est Assaut. Ah, c'est bien. Allez, un petit dernier, s'il te plaît, Juliette. Ok. La Joconde. La Joconde, voilà. Voilà. Un petit dernier. Impossible à trouver. Ça, tu te retrouves... Non, pas Rocco et ses frères, non. Psychose. C'est une histoire plus de... Il y a plus d'extraterrestres dans l'histoire. Ah oui. Merde. Les Body Snatchers. Ouais. Oui, je sais. Bravo. Il l'a dit, le monsieur. Ah. Vanek. Bravo. Wow, il est là. Vous avez vu les petits lapins qui sont écrasés par le poteau, là? Oui, trop joli. c'est trop beau ça. Ça, c'est impossible à trouver. Mais t'as mis que des films Tu dis toujours c'est impossible à Non, mais ça, trouver. c'est vraiment dur. Je connais pas. Mais on trouve en plus. C'est Wittgenstein de Derek Jackman. Pardon d'être un peu... Là, On tu connaît te fais même plaisir, là. Ouais, non, ça va pas. Ça, c'est facile. Ah, c'est Courbet. Bravo. Ça, c'est difficile. Ça, c'est quoi, ça? Victoria. Bravo. Ça, c'est facile. Dürer. Quoi? Dürer. C'est Dürer, bravo. Ouais. C'est dingue, hein, tout ce qu'on a dans la tête, quand même. Ouais, tout ce qu'on a dans notre tête. Merde. Ça, c'est un très beau film, beaucoup sous-estimé, je trouve. Ang Lee. Ah oui. Je connais le film, mais je sais plus le titre. Je vois très bien. Personne ne voit? Le soldat. C'est un film qui a été filmé en Ang Lee, 12 millions merde, de pixels. il s'appelle comment? Billy Lynn, bravo. Merci. Chef-d'œuvre, Billy Lynn, faut aller voir. chef-d'œuvre. Ouais. Oh, trop beau. Bon, bah, c'est Ah, moi. non?
Ah, ils m'ont coupé. Bon, c'est fini. Bah, merci beaucoup. En tout cas, merci Françoise, merci Justine.